Donc aujourd'hui, on fait entre 1 et 1,3 million à l'année. Aujourd'hui, si tu veux, comment est-ce que c'est organisé ? Il y a un peu un fonctionnement pyramidal. Pendant des années, j'avais vraiment l'impression d'avoir trouvé la mine d'or et j'en parlais à personne. À un moment donné, ça part trop loin, il y a trop d'abus, il y a des Elsa qui commencent à être à moitié dénudées, il y a les Mickey qui commencent à sortir un pistolet. Vraiment. Et après, je suppose que tu as par contre des vidéos plus intelligentes. Ah oui, bah cette chaîne, elle est passée de quasi rien à 20 millions d'abonnés. Est-ce que tu penses que tu serais aujourd'hui au même niveau financier overall si tu étais resté en France ? Oh bah, question qui fâche. Bah là, la question est vite répondue. Hein, bah. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Wizard Podcast. Comme d'habitude, je suis avec Arthur et Anthony et cette fois, on a en invité, on a Hervé, spécialiste de YouTube, qui est là avec nous. Salut les gars. Salut. Alors, habituel petit CTA du début, comme ça après on part vite sur le podcast. Dans la description, vous avez notre lien pour la formation gratuite sur la vente de liens, qui est un petit business en ligne que vous pouvez lancer, qui peut vous permettre de faire vos premiers euros sur Internet. Et après, si vous avez envie de le scale, eh ben, ça peut devenir beaucoup plus gros. Comme d'habitude aussi, petit like, commentaire, où que vous soyez. Si vous êtes sur les plateformes de streaming audio, eh ben, c'est les petites étoiles. Et si vous êtes sur YouTube, voilà, les classiques qu'on a l'habitude de voir avec vous. Hervé, je te présente très brièvement et après je te laisse faire une présentation plus complète. C'est parti. Donc voilà, donc on t'a invité parce que moi il faut savoir que cet été, je pense que j'ai bouffé toutes tes vidéos YouTube quasi d'affilée. J'ai découvert ce business donc de l'automatisation YouTube et je t'avoue que c'était pas forcément pour lancer, c'était plus pédagogique. Je me suis dit, tiens, marrant, il y a des mecs qui font ça comme business, c'est sympa. Et c'est un petit peu corrélé, j'ai l'impression, à ce que nous, on peut faire dans l'édition de sites, où on lance parfois plusieurs sites sur différents domaines pour, par exemple, toucher des sous d'affiliation. Bah, toi, tu fais ça avec plusieurs centaines de chaînes YouTube. Plusieurs centaines d'ailleurs, je pense que tu nous diras peut-être. On va résumer, mais oui, c'est le résultat de 12 années de travail aussi. Donc, ouais, voilà. Faut contextualiser. Mais ouais, c'est sûr. Et donc, tu as des chaînes YouTube sur plein de sujets différents qui sont monétisés ensuite avec la publicité YouTube. Et peut-être qu'on en parlera un petit peu, mais je suppose que tu fais aussi un petit peu d'affiliation et des trucs comme ça en plus. Donc voilà, si tu veux, toi, te présenter, je sais que tu as un parcours très atypique. Donc, si tu veux, dans les grandes lignes... Voilà, dans les grandes lignes, parce que sinon ça va faire l'objet du podcast, ça pourrait. Alors, grosso modo, c'est à 19 ans que je quitte Paris, parce que je suis originaire donc de la banlieue parisienne. Je pars quelques années sur Clermont-Ferrand, 2 ans et demi, 3 ans. Et c'est à ce moment-là, du coup, que je deviens vraiment actif sur YouTube. Je pense que, du coup, comme beaucoup, j'avais déjà une chaîne YouTube, tu vois, à l'époque où je mettais des petites vidéos perso, quoi, tout simplement. Mais c'est là, vraiment, dans cette phase où j'arrête les études. Justement, c'est la période où je suis livreur à Domino's Pizza. Et du coup... il y a YouTube, mais on gagne pas encore d'argent dessus. Mais j'ai du temps, on va dire, donc j'en profite, je vis un peu ma jeunesse, mais aussi en parallèle, je deviens fan de tout ce qui est montage vidéo et photo. Donc toute la suite Adobe, c'est-à-dire Photoshop, After Effects, Premiere Pro. Autodidacte, j'apprends ça et ça me passionne et j'avais presque l'impression de faire un peu comme des tours de magie. Aujourd'hui, tout le monde est habitué au montage vidéo, mais quand même à l'époque, je faisais des petits montages et je trouvais ça trop cool, quoi. Tu vois, je faisais disparaître des objets, le fond vert, quand tu découvres, c'est trop bien, quoi. Et donc, en fait, je monte ma chaîne et c'est comme cela, du coup, que je crée un petit peu ma première communauté. Des gens s'abonnent, il y a des échanges dans les commentaires. Fantastique. Et là, je rencontre ma compagne et elle m'incite à reprendre les études parce que, voilà, comme je te dis, j'ai pas mal profité et à un moment donné, il faut quand même se reprendre un peu en main. Donc là, je pars faire un BTS design graphique du côté de Lyon. Tu vois, donc un petit peu bouger. Et c'est vraiment dans cette période-là que YouTube, là, ça décolle. Là, du coup, j'ai accès à la monétisation. Au début, je gagne quasiment rien, moins de 100 € par mois. Mais quand même, tu vois, j'ai vraiment le modèle économique n'était pas du tout connu à l'époque. T'envoies un MP4, tu reçois de l'argent, tu vois. Et là, je me dis, waouh, c'est juste dingue, j'ai trouvé la mine d'or. Et donc, en parallèle de ce BTS, qui durera 3 ans, parce que tu as une année de mise à niveau en art appliqué, et bien du coup, YouTube, ça décolle, si bien que dès que le BTS est fini, je me mets à temps plein là-dessus, et même entre-temps, on a eu le temps de créer une société en Andorre. Donc, du coup, en 2014, on s'expatrie, et depuis, on y est encore, quoi. Voilà. Là, j'ai
c'est pas mal résumé. Ouais, c'est top. Parfait, c'est bien concis, ouais. Et tu sais Ouais. que c'est marrant parce que j'avais entendu le fait que ta copine t'avait conseillé de reprendre tes études. Et en fait, j'ai un parcours un tout petit peu similaire OK. où j'ai j'ai arrêté mes études Mmh. assez tôt, on va dire. J'ai bossé et j'ai rencontré ma compagne qui m'a à un moment incité à reprendre des études parce Mmh. j'avais commencé à créer un petit blog et tout ça. Elle m'a dit vas-y, fais des études dans le truc que t'aimes. Et c'est là aussi que j'ai rencontré Arthur et Anto parce que du coup, tout a découlé un petit peu de ça, pas forcément des études, mais du fait d'être passionné par un sujet et de travailler là-dessus sur internet, chercher sur des blogs, des forums et tout ça. Donc Ouais, c'est clair. je Ah, c'est trouvais marrant, ça c'est assez marrant. marrant. Ouais, puis mine de rien, bon, elle a travaillé avec moi parce qu'aussi il y a des personnes aujourd'hui, bah, j'accompagne du coup depuis 1 an seulement, des personnes qui veulent faire cette activité et c'est vrai que les gens rapidement cherchent à faire des équipes et je dirais qu'il y a pas de formule parfaite. Alors certes, tu peux aller prendre des freelances et cetera, mais moi, comment est-ce que ça s'est fait? Bah, très rapidement, ma compagne du coup m'a assisté et aussi un camarade de classe. Donc en fait, très rapidement, dès qu'on a ouvert la boîte, au début on avait les petits statuts d'auto-entrepreneur et dès qu'on a ouvert la boîte, on était 3 en fait, dès le début, tu vois? Donc ça aussi, c'était clairement un boost comparé à si tu es seul pendant des années, quoi, tu vois. Ouais, clairement. Je te pose juste une petite question et après les autres enchaîneront. Mais est-ce que du coup, vu que ça va être le sujet un peu principal du podcast, est-ce Mhm. que tu peux nous définir ce que c'est la YouTube Automation et comme ça, juste simplement Ouais, pour bien que les sûr. gens puissent comprendre? Bah alors, c'est assez drôle, mais je pense que c'est comme ça un peu quand tu es pionnier dans tous les domaines. Tu fais quelque chose au début, mais tu sais pas trop ce que tu fais, il n'y a pas de nom dessus forcément, et c'est des années plus tard que tu te rends compte que des gens appellent l'activité que toi tu fais depuis des années et des années, bah, comme ça en fait. Donc le YouTube Automation, si je devais le définir, même si au début, voilà, encore une fois, moi je me lance sur YouTube, et ma problématique c'est que je ne veux pas me montrer, et je me rends compte qu'avec ma chaîne d'effets spéciaux, je suis hyper plafonné. C'est pour ça que très rapidement, je pars sur compilation. Bah, un peu à l'époque, il y avait Fail Army, bon, ça existe toujours, une grosse Mhm. chaîne, compilation de gens qui chutent, etc. Bah, si tu veux, je pars sur ces niches-là, compilation meilleur moment football, etc. Et c'est un peu ça, si tu veux, la définition des chaînes sans visage. YouTube Automation, c'est le fait de mettre en place des choses qui font que ça va tourner sans que tu aies besoin de te montrer. Et comme je disais tout à l'heure, tu peux déléguer. Donc à terme, ça devient presque quelque chose de passif, même si en réalité, il faut toujours quand même garder un œil dessus, superviser tout ça. Mais l'idée, c'est vraiment, et on en connaît tous, des chaînes sans visage, des chaînes où soit tu es dans le divertissement pur, aujourd'hui je dirais, du coup tu peux scaler à l'échelle mondiale, soit tu cherches à ajouter de la valeur, apporter de la valeur à des spectateurs qui ont des questionnements, qui ont des problématiques, tu vas leur amener des réponses, et là du coup tu arrives à capter comme ça leur attention, et tout en déléguant au maximum. Donc au début, tu fais toi-même, et puis dès que tu as des revenus qui rentrent, eh ben, tu vas commencer par déléguer les tâches pas les plus ingrates, mais qui toi te plaisent le moins. Donc ça peut être faire les miniatures, faire le montage, faire le travail de recherche, etc. Et encore, tout ce que je dis est en train de changer drastiquement là avec l'arrivée de l'IA. C'est juste fou, même moi j'ai dû l'intégrer dans mes process tellement que c'est puissant. Et donc en fait c'est ça, à terme, le but, c'est superviser des chaînes sur lesquelles tu as absolument tout délégué. Et en fait, c'est un peu comme le gars, tu sais, qui a un crédit sur un appartement qui met en location, ça s'autofinance. Bah là, c'est un peu pareil dans le sens où tu vas payer les différents prestataires avec les revenus que YouTube te verse. Et toi, tu dégages une marge. Et du coup, ensuite, tu peux répliquer, quoi. Ok. Voilà le résumé. T'as un bon paquet, il me semble qu'on en a parlé un petit peu en off, mais un bon Mm. paquet de comment on appelle ça, Des trophées. des trophées YouTube Ah oui. derrière toi. C'est assez impressionnant. J'ai même une petite anecdote parce que pour la réalité, c'est que j'ai découvert l'automation YouTube, enfin ce business-là tel que tu le pratiques sur Twitter de mon côté avec Ok. un anglais. Et il se trouve qu'en réalité, je crois que c'était trop fait sur les photos. On peut en parler. On peut en parler. Ce que je te propose, c'est qu'on en parle un peu plus tard, parce que je suis pas Ok. sûr que Franck et Anto soient au courant. Mais du coup, c'est aujourd'hui, concrètement, tu as une idée de combien tu as de chaînes exactement, même si tu l'as expliqué, c'est en 12 ans de travail, c'est... Alors, aujourd'hui, si tu veux, comment est-ce que c'est organisé? Il y a un peu un fonctionnement pyramidal, mais pas dans le mauvais sens du terme. En mode, si tu veux, au début, on lance ça. Je te dis, bon, je suis tout seul, hein, je suis à la tête du projet, mais du coup, en assistant, j'ai donc ma compagne et un camarade de classe qui deviendra mon associé par la suite. Et donc, on est 3.
Au début, on veut vraiment pas ébruiter ça. C'est pour ça que maintenant j'en parle, parce que d'autres en parlent. Mais pendant Mmh. des années, j'avais vraiment l'impression d'avoir trouvé la mine d'or et j'en parlais à personne. Mais dis-toi que même les amis, famille, quand ils voient et que tu pars en Andorre, que tu t'installes, etc., que tu fais des choses, ils sont un peu curieux, c'est normal. Et moi, je disais, ouais, on est dans la publicité en ligne, quoi. Je disais pas du tout YouTube, chaîne, tout ça, je disais pas, parce qu'en fait, ça me paraissait simple vu que j'étais dedans. Et je me disais, ils vont venir, ils vont me concurrencer, quoi. Et du coup, c'est que 10 ans plus tard, quand tu te rends compte que des gens parlent de ton business, certains même disent qu'ils le font, alors quand tu creuses un peu, tu découvres des trucs. Donc au final, tu dis, bon, ils sont en train de vendre la mèche, ils parlent de mon business, mince, tu vois, j'ai les voitures, j'ai les trophées, sur Instagram, tu peux retracer mes 7 dernières années de vie, parce que j'ai lancé l'Insta, c'était mon Insta perso, à ma femme et moi, et il y a juste du coup 1 an, quand je lance la formation, j'ai clean quelques trucs, et j'ai rebrand, et c'est devenu l'Insta, on va dire un peu mon personal branding, mais du coup, toutes les stories épinglées, tout ce qui s'est passé pendant 7 ans, tu peux le voir, tu vois mon évolution, quoi. Et donc, en fait, ouais, si tu veux, il y a vraiment ce côté où... C'était quoi la question de base? C'était combien de chaînes tu as Ah oui, aujourd'hui excuse-moi. en gestion? Exactement. Donc du coup, tu vas développer toujours plus, et du coup, tu vas développer toujours plus. Et aujourd'hui, en effet, je suis administrateur de plus de 500 chaînes. Après, quand je dis ce nombre, je pense qu'on doit se rapprocher des 550. Tu as des chaînes sur lesquelles on va publier une vidéo par mois. Tu as des chaînes sur lesquelles on publie carrément plus, parce qu'elles sont classées, elles font leur bout de chemin, tout se passe bien. D'après les recherches, il y a les vues, tout tourne. Et tu as d'autres chaînes aussi qui ont des problèmes, parce que sur YouTube, il faut aussi le dire, mine de rien, on peut être exposé à la démonétisation. Et je parle pas du dollar jaune, hein, je parle de la chaîne intégrale qui se fait démonétiser. Tu peux avoir parfois des problèmes de droit d'auteur, parce qu'on utilise beaucoup le fair use, on pourra peut-être en reparler, on verra. Et c'est un principe qui a quand même ses limites, et mine de rien, ça passera jamais devant le droit d'auteur. Donc voilà, je ne vais pas détailler ça là, mais du coup, il y a des problèmes à gérer, et c'est pas parce que je dis qu'on gère plus de 500 chaînes que tous les jours, il faut s'imaginer qu'on publie sur toutes ces chaînes. Et donc, je disais au début, on était 3, et puis c'est en 2017 vraiment qu'on a commencé à déléguer. Tu vois, on était vraiment on atteignait un plafond en fait, mais c'était pas grave, ça nous convenait. Et puis en 2017, on se dit, ouais, voilà, si on veut aller plus loin, on peut pas gérer plus, humainement, c'est pas possible. Donc, il faut qu'on délègue. Et voilà, après, je sais pas si vous savez, mais voilà, travailler avec de l'humain, ça peut très bien se passer, comme être compliqué. Je pense en 10 ans presque, là, à travailler avec des prestats, on a un peu tout vu, entre le gars qui te dit qu'il est bosseur puis qu'il l'est pas, le gars qui va essayer de te doubler, et le gars qui, lui, est carré, tu trouves un bon arrangement où tout le monde y trouve son compte, et c'est là où ça fonctionne le mieux. Et puis, bien sûr, c'est parsemé d'anecdotes, comme tu disais tout à l'heure, avec le fameux compte anglais, là. Alors, je rebondis tout de suite sur le bon arrangement, parce que le fait de bosser avec des prestataires, en effet, dès qu'il y a de l'humain, on sait à quel point les choses peuvent devenir complexes. On l'a compris, tu bosses avec potentiellement beaucoup de prestataires. Mhm. Est-ce que tu aurais, tu vois, même si on devait déplacer cette problématique dans des problématiques qui, nous, peut-être nous concernent un peu plus, avec l'affiliation, le fait d'avoir quelqu'un qui gère un site à ta place, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as des moyens de donner, par exemple, des parts du projet, ou c'est quoi ta manière de fonctionner Ouais. avec un bon prestataire pour être sûr Alors, de le conserver? aujourd'hui, après avoir eu pas mal de problématiques, après avoir dû à chaque fois adapter un peu les méthodes, comment est-ce que je fonctionne? Si tu veux, tu as des espèces de managers, donc, qui, eux, supervisent certaines chaînes, d'accord? Ils peuvent en lancer, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et derrière, eux, du coup, chapeautent un peu comme ça des équipes de monteurs. Et si tu veux, ça fait que on a des chaînes qui sortent. Moi-même, des fois, je suis pas au courant. Et par exemple, des fois, on a une chaîne qui va venir nous concurrencer, puisque je continue à faire de la veille. À un moment donné, tout ça, certes, c'est un business, mais je pense, comme dans beaucoup de business, il faut quand même que ça t'intéresse un minimum, parce que si t'es pas passionné par ça, si, je sais pas, les réseaux sociaux, YouTube, un ordinateur, c'est pas ton truc, ça va quand même être compliqué. Mais moi, du coup, j'aime bien tout ça. Je vous l'ai dit, j'étais dedans même avant qu'il y ait la monétisation. Donc, en fait, aujourd'hui, tu as des managers qui, eux, sont rémunérés avec un pourcentage des revenus des chaînes qu'ils supervisent, plus des fois un fixe, enfin ça va dépendre, c'est un peu aussi du cas par cas, parce qu'aujourd'hui, dis-toi que je travaille avec des amis d'enfance, tu vois, qui ont rejoint le projet, etc. Alors après, c'est un peu des étapes toujours, tu sais, là c'est vrai que depuis que j'ai lancé l'accompagnement, je suis démarché par beaucoup de monteurs aussi, je peux pas offrir du travail à tout le monde, tu vois, sachant que bah, forcément on délègue aussi dans pas mal de pays où du coup ça coûte un petit peu moins cher, Ouais. voilà. Mais donc c'est comme ça que ça fonctionne, tu as différents pôles un petit peu,
qui, eux, ont à disposition leur monteur, tout ce qu'il faut. Bon, les scriptwriters, en ce moment, avec l'IA, comme on disait, ça évolue vite. Même les media makers, aujourd'hui, leur travail a évolué. Maintenant, ils utilisent des outils d'IA et eux-mêmes, ils partent plus de la feuille blanche. En tout cas, nous, ça se fait très très peu maintenant, ça. Et voilà, un petit peu. Donc souvent, l'intéressement à un projet avec un pourcentage, c'est ce qui me semblait, en effet, c'est là où il y a eu le moins de soucis, quoi, tu vois. Ok, intéressant. Non, parce que comme ça, la personne est vraiment impliquée. Si la chaîne, parce que YouTube, mine de rien, c'est pour ça, il faut diversifier à travers de nombreuses chaînes, ce que je recommande. Parce que, ok, quand tu es un incarnant, quand il y a un visage sur la chaîne, les gens vont te suivre pour ta personnalité. Nous, faut bien comprendre qu'on dépend à 100% presque de l'algorithme. C'est-à-dire à partir du moment où une tendance s'essouffle, à partir du moment où l'algo a des petits changements qui fait qu'on est moins mis en avant ou autre, bah, c'est vraiment en dents de scie parfois. Et donc, je trouve que le pourcentage, bah, c'est le mieux, parce que je comprends la frustration de voir une chaîne qui explose et de te dire, bon, dans tous les cas, que mon travail soit bien fait ou pas, je toucherai le même salaire. Donc, même des fois un petit pourcentage, ça permet voilà, de créer un intéressement. Ok. Bah, je suis tombé sur une chaîne hier soir, parce que moi, pour le coup, je suis un énorme consommateur et créateur sur YouTube au travers de ce podcast, mais aussi d'autres chaînes. Et hier soir, je suis tombé sur une chaîne et j'ai directement pensé à toi. Je suis tombé sur une chaîne Faceless d'un mec qui, je pense, je sais pas à quel point c'est possible de faire ça, mais récupérait des vidéos côté US, par exemple, et il expliquait les tours de magie. Donc, il avait fait un espèce de top 20 des tours de magie ultra dangereux. Et et c'était évidemment une IA qui parlait, donc il lisait un script, et derrière, tu voyais les tours de magie, et tu avais une espèce d'explication à chaque fois. Et je me suis dit, ah, ça doit être typiquement, pour que les gens peut-être comprennent un peu de quel genre de chaîne il s'agit. Tu as parlé de chaînes où les gens se pètent la gueule. Ça, c'était plus les débuts, parce qu'en effet, maintenant, Ouais. bah, comme on disait, il y a le dollar jaune, dès que tu vas voir... Alors, ouais, ça aussi, on les a vus, les évolutions de YouTube. Pour te dire, quand je repense... Alors, j'ai pas de regrets, honnêtement, on y a été à fond. On aurait peut-être dû déléguer plutôt à des prestats externes, mais j'ai vu vraiment la plateforme évoluer, et toutes ces règles un petit peu qui se sont mises en place. Il y a eu pas mal de scandales aussi, nous on les a vus, et puis YouTube a quand même eu toujours un peu la démarche de protéger les annonceurs plus que les créateurs, bah, surtout au moment du Ads Apocalypse du coup, c'est cette fameuse période courant 2017 où il y a trop de vidéos qui sont soit violentes, bon bref, qui respectent pas, on va dire, les règles de YouTube, mais malheureusement elles sont là, et donc tu as des publicités qui passent avant. Et donc là, les annonceurs se disent, ouais, on voit une pub Coca-Cola avant un mec qui se fait tirer dessus, par exemple. Donc les gens font des raccourcis, les gens pensent que Coca-Cola sponsorise cette vidéo, ce qui n'est pas le cas, hein, parce que les publicités, c'est pas comme ça. Enfin, tu peux sponsoriser, mais la régie pub de Google, elle tourne et elle envoie les pubs à gogo. Et donc, en fait, bah, les annonceurs se retirent de la plateforme, et YouTube se sont toujours cachés derrière un discours de non, mais nous, on n'est pas responsables, on est juste hébergeurs. Un peu comme Mega Upload à l'ancienne, tu sais. Ouais. Et du coup, bah, sauf que quand les annonceurs se retirent, faut savoir que c'est le modèle économique de YouTube qui est en péril, quoi. Donc YouTube là réagit et dit non, non, vous inquiétez pas, on va démonétiser tout ce qui n'est pas 100% clean. Et donc on le sait, on entend les créateurs en parler régulièrement, des fois le bot est un peu trop sensible, et ça va démonétiser bah, des vidéos qui étaient parfois bien travaillées, et donc démonétiser égale pas de revenus pour cette vidéo, mais pas de pub. Donc du coup, l'annonceur, lui, est préservé. Donc aujourd'hui, on a quand même essayé de s'adapter à tout ça et d'aller sur des thématiques qui sont pas à problème. Tout du moins, il faut, je pense, avoir un noyau dur, tu vois, de chaînes qui, elles, sont vraiment clean. Et derrière, oui, tu peux toujours tenter des choses. J'appellerais plus ça de la extra-monnaie, tu vois, quand vraiment tu identifies une thématique, tu sais que, bon, c'est un peu limite, mais tu dis, ça marche quand même fort, on va peut-être lancer quelques chaînes pour aller chercher bah, voilà, de la extra-monnaie, quoi, tu vois. Ok. Anto, t'as une question? Ouais, bah tiens, ça me fait par exemple, pour tout ce que tu vois, tu les niches extra-monnaie sur des thématiques et tout, comment tu gères au niveau d'AdSense? T'as plusieurs comptes, tous sur le même compte? Tu vois, est-ce que tu mets en péril des Alors, comptes alors aujourd'hui, moi, je travaille beaucoup avec des networks. Alors bon, on va très rapidement dire ce que c'est. En gros, c'est des sociétés. C'est un peu l'équivalent, je trouve, d'un agent, tu vois, pour un footballeur, pour un artiste musical ou autre. C'est un peu comme ton agent. Donc aujourd'hui, on va peut-être pas citer de nom là, mais du coup, il y en a des très connus en France. C'est vrai que j'ai collaboré avec de nombreux networks qui sont en France, en Allemagne, aux États-Unis, même en Russie parfois. Bon, avant qu'il y ait les événements récents. Mais du coup, ouais, les networks. En gros, qu'est-ce qui t'apporte
comme plus-value, comme avantage. Si tu es un créateur comme vous, par exemple, ça va plus se retrouver autour du placement de produits, autour peut-être de la cross-promo, les contacts que vous allez pouvoir faire. Ils vont dire, ah bah regarde, on a tel créateur dans notre network. Alors je dis network, c'est un raccourci, normalement c'est MCN, Multi-Channel Network. Ça, des MCN, mais du coup, on va dire network. Et donc, ça peut apporter divers avantages. Moi, aujourd'hui, l'avantage que je trouve avec les networks, c'est déjà qu'ils apportent des solutions de paiement différentes de YouTube, Google. Parce que du coup, quand tu travailles sur YouTube, tu reçois un paiement de AdSense, qui est donc Google. Et t'as pas trop de choix de paiement, c'est soit virement, soit, je crois, le chèque, peut-être. J'ai jamais utilisé cette solution. Et donc, le network, lui, il t'apporte, vu qu'il se positionne entre YouTube et toi, et Google du coup et toi, il t'apporte du coup plus de solutions. Donc tu vas pouvoir avoir un virement splitté en deux. Si par exemple vous êtes deux associés, tu dis on est deux sur cette chaîne. Là aujourd'hui j'ai des membres qui me disent on a cette problématique, on est deux, comment on fait? Il va falloir ouvrir une société, créer des charges, des factures, etc. Là le network peut totalement faire ça. Le network peut t'apporter beaucoup d'avantages sur pas mal de points, mais notamment du support. Moi je le vois un peu comme une mutuelle santé, une complémentaire santé. Parce que si tu as des chaînes qui montent vraiment, qui se développent très fort, ne pas avoir de network derrière, de MCN, c'est un peu prendre un risque parce que typiquement, un bon cas d'étude, aujourd'hui tu as une chaîne qui est démonétisée, on en parlait tout à l'heure, parce que YouTube a jugé, alors les motifs ils peuvent être des fois un peu loufoques, tu n'apportes pas assez de valeur, ton contenu est répétitif, bref, aujourd'hui on a des chaînes démonétisées pour ça, tu vois, où on a eu en tout cas, et dis-toi que tu peux faire appel, bien sûr, si l'appel est refusé, tu peux refaire appel dans 3 mois. Donc, c'est-à-dire pendant 90 jours, tu vas travailler si ça te coûte de produire à perte, et tu n'as pas d'autre choix, quoi. Tu refais appel dans 90 jours. Et c'est pas dit que ça passe. Alors que si tu as un network, en discutant avec le network qui, eux, ont un contact privilégié avec YouTube, il y a moyen de renégocier un appel dans 10 jours, tu vois. Des trucs un petit peu comme ça, quoi. Et donc, en effet, sur des chaînes à haut rendement, qui rapportent beaucoup, en fait, le calcul est vite fait, parce que je ne l'ai pas dit, mais le network, bien sûr, se rémunère avec un pourcentage, tu vois. Voilà. Donc, on peut avoir une idée du pourcentage qu'ils prennent? Alors, je pense que c'est confidentiel, mais moins qu'à l'époque. Alors, je dirais que tu as un spectre, en fait, tu vois. Dis-toi qu'au tout début, quand je rejoins mes premiers networks en 2013-2014, tu vois, je me tapais du 70-30. Donc, c'est-à-dire, ils prennent 30%. Ils me reversent 70%. C'est vraiment énorme. Aujourd'hui, je pense qu'aucun network ne propose ça. Et maintenant, si tu négocies bien, je vais le dire, de toute façon... on dit pas les une noms. Fourchette, si tu veux pas te... Non, mais en vrai de vrai, aujourd'hui, tu peux avoir du 95,5. Et si vraiment tu pèses, mais tu pèses énormément dans la balance, ça, je pense que peu de gens le disent, tu peux avoir du 100% zéro, en fait. C'est-à-dire, en fait, le network est là, mais vraiment, faut peser, tu vois. Mais en fait, il prend pas de com sur tes revenus. En fait, le simple fait de t'avoir en tant que partenaire va faire gonfler ses stats énormément. Et si tu veux, eux, parce qu'eux aussi peuvent faire des campagnes publicitaires ciblées, tu vois, ils peuvent démarcher des marques et ils peuvent lancer des campagnes sur ta chaîne et sur la chaîne sur les chaînes de leur réseau. Et du coup, c'est plus intéressant pour eux aussi de faire comme ça. Et là, typiquement, ils approchent une marque et on dit, on est un MCN qui génère tant de vues par mois. Voilà. Et du coup, ils profitent de ton audience aussi. Voilà. C'est marrant parce que moi j'étais resté sur les chiffres d'il y a fort longtemps. En fait, j'avais entendu parler de ces histoires de network, notamment parce que à l'époque il y avait, je sais pas, les Squeezie et compagnie qui passaient par des networks, je crois. Et j'avais vu des chiffres justement qui étaient énormes, de l'ordre de 30%. Et je m'étais toujours dit, mais je comprends pas l'intérêt de ces gens de passer par des networks. Mais à chaque fois, je voyais ils passaient tous par des networks. Et du coup, je comprends mieux maintenant, et surtout, je comprends mieux que les frais ont dû baisser au fil du temps. Parce qu'en fait, si ça restait 30%, je me suis toujours dit, mais des gros youtubeurs, pourquoi ils internalisent pas, tu vois, ou je sais pas, perdre 30% de tes frais, même si ça a des avantages et tout, mais 30% c'était énorme. Aujourd'hui, honnêtement, même 10%, tu vois, je trouve ça honnête pour ce que ça apporte. Voilà, en Et fait, 5%, c'est encore plus honnête, honnêtement. Après, je te dis, c'est chaque network gère un peu son truc comme il veut. Des fois, tu vas avoir des contrats, t'es lock pendant 1 an. T'as même maintenant des networks où c'est que t'as 1 mois de préavis et tu t'en vas quand tu veux. Tu vois, t'es pas verrouillé, etc. T'as un peu de tout. Et du coup,
moi, c'est vraiment le côté support YouTube qui m'intéresse chez les networks et on Mmh. va dire, mais vraiment ça c'est ponctuel, c'est les facilités de paiement. Ça peut servir des fois en effet je sais pas, il y a un projet où tu es associé, parce qu'il y a aussi des chaînes aujourd'hui où je suis associé avec d'autres personnes qui sont pas forcément dans mon écosystème, tu vois, parce qu'il y a des liens à faire, etc. De la valeur à apporter chacun de notre côté. Et du coup, bah là, tu mets un network derrière et super facile pour répartir les revenus. etc. Et c'est quoi les conditions pour entrer sur un network? Alors encore une fois, c'est un peu chaque network qui met ses barrières. À l'époque, c'était surtout nombre de vues, abonnés. Ok. Aujourd'hui, je dirais, c'est comme tout, tu vois, ça va se faire un peu au bouche à oreille aussi. Souvent, si tu as quelqu'un qui te présente, ça dépend qui tu connais. Si tu veux, c'est comme tout, tu as un peu le côté startup, où c'est que tu as des networks, des fois, les mecs, ils sont 5-6, hein, c'est des tout petits trucs. En fait, ils ont l'outil. Alors voilà, bon, je vais rentrer un peu plus dans le détail là. En gros, un network, de quoi est-ce qu'il a besoin pour fonctionner, même pour exister? Il a besoin d'un CMS, tu vois, Content Manager System. Et en fait, ça leur permet du coup d'inviter les chaînes YouTube. Donc qu'est-ce que c'est un CMS? C'est YouTube qui te le donne en fait. Donc faut vraiment montrer, justifier de plein de choses, parce que c'est un outil hyper puissant sur lequel tu pourrais faire clairement n'importe quoi. Tu vois, demain, tu as l'accès à un CMS, je peux prendre les vidéos de MrBeast et mettre des copyrights dessus. Donc je vais aller foutre des copyrights à MrBeast, tu vois. C'est vraiment un outil hyper puissant qui du coup est régulé et est donné vraiment au compte-gouttes aux sociétés qui en ont un réel besoin. Mais grosso modo, c'est juste une interface YouTube, comme vous connaissez le YouTube Studio, mais une interface boostée, avec plein d'options en plus, quoi. Et notamment l'option de pouvoir inviter des chaînes. Et comme cela, si tu rejoins un network, il t'envoie une invitation. Toi, tu as un petit message sur ton dashboard. Tu rejoins. À partir de là, ta chaîne est connectée au network. Les revenus passent par le network, ne sont plus envoyés sur ton compte AdSense, ce qui fait que tu n'as même pas besoin d'avoir un compte AdSense. Enfin, si, tu as besoin d'en avoir un depuis qu'il y a eu Joe Biden, donc depuis quelques années, parce que maintenant, il faut mettre ses informations fiscales sur le compte AdSense, avant, c'était pas obligatoire, etc. Mais du coup, il te faut un compte AdSense qui restera à 0 €, 0 $. Il touchera rien à ce compte AdSense, parce que derrière, les revenus, ils partent chez le network. Et eux, ce qui est bien, c'est que même sans avoir les logins de ta chaîne, ils peuvent tout voir. Ils voient les revenus que tu fais, les vues que tu fais, ils voient tout en fait. Donc Ok. c'est comme cela qui fonctionne. Et donc cet outil, c'est indispensable pour un network. Donc si tu veux, en gros, 5 mecs qui montent une entreprise, qui ont peut-être quelques contacts aussi, ça peut aider, peuvent avoir un CMS, tu vois, et donc fonder un network. Et donc eux, ils vont peut-être être moins regardants, si tu veux. C'est toujours un peu la même chose. Quand c'est un petit network, ils vont être intéressés pour prendre un petit peu des partenaires, sans trop regarder, peut-être, pour faire gonfler, ils vont peut-être viser la quantité, tu vois, ils vont se dire, ouais, si on a 50, 100, 200 partenaires, et un network qui est déjà bien en place, lui, il va dire, bah, pour nous rejoindre, c'est 100 000 abonnés, et puis, je sais pas, allez, 15 millions de vues par mois, des choses comme ça, tu vois. Chacun met un peu ses critères, en Ok. vrai, tu vois. Et j'ai pas répondu sinon à la question de base sur les comptes AdSense. Sinon, on a quand même des chaînes, bien sûr. Toutes les chaînes ne sont pas sur des networks, même si quand même une grosse partie. Mais on a quelques chaînes vraiment où on sait qu'il n'y aura aucun pépin, tout roule, etc. Elles sont sur des du coup AdSense et AdSense de société. Voilà, parce que tu peux avoir AdSense donc en personne physique ou personne morale. Donc nous, c'est des AdSense de société. Sachant que sur un AdSense, tu n'as pas de limite en vérité de chaîne. Hein. Tu peux connecter Ok. autant de chaînes que tu veux sur un AdSense. Et qu'est-ce que je voulais rajouter? Ouais, et tu as le droit qu'il y ait un seul AdSense par personne physique ou morale, donc bah, on suit les règles, quoi. Ok. OK. Moi, je voulais savoir si tu avais, juste pour ceux qui nous écoutent, des 1 ou 2 exemples de chaînes qui Mhm. font ce que tu fais, tu vois? Mais des grosses chaînes un peu connues. Je sais qu'en France, je sais pas si on peut vraiment dire que c'est ça, mais est-ce que Lama Fâché, tu considères que ça rentre dedans ou c'est juste du Ouais, si. faceless, mais ouais, ça rentre? Non, ça rentre dedans, ouais, les 10 toboggans les plus dangereux, ça fonctionne, hein, c'est bon, ça rentre dedans. OK. Donc ouais, il peut y avoir du lama fâché, où c'est que là, pour moi, c'est divertissement middle, tu vois, parce que tu as vraiment pire que ça. Je peux donner un exemple, tu vois. On avait été nous-mêmes très fortement exposés sur une tendance qui s'est essoufflée maintenant, mais il y a 3 ans, c'était la folie. Pourrait aller voir, c'était la chaîne Earth Test. Alors quand je te dis que ça a bien marché, cette chaîne, du coup, sur une seule trend, qui était chaîne allemande, mais je te donnerai les indications pour la retrouver facilement. Euh, une chaîne allemande qui a fait un seul type de contenu, qui a des vidéos à plus de 400 millions de vues. Donc du Oh. coup, vu que j'en parle, c'est pas ma chaîne. Et, c'était un peu le leader, vraiment c'était le numéro 1 dans cette trend. Qu'est-ce que c'était la trend? Vous avez tous entendu parler de la presse hydraulique. Bah là, en fait, Mmh. quelques mois après est apparu ça. C'est un peu le même système, sauf que c'est une roue de voiture qui écrase plein de trucs.
des objets en plastique qui éclatent, des ballons avec de l'eau, etc., etc. Bref, en l'espace de 1 an et demi, cette chaîne, elle est passée de quasi rien à 20 millions d'abonnés, tu vois, donc quand même sur du fat, et tout ça avec une seule trend, et tout ça avec juste une voiture qui écrase des trucs, quoi, tu vois. Donc C'est- des objets périmés, des trucs comme ça, quoi. Mais vraiment de tout. Et c'était fou. Et là, pour moi, on est sur aussi du divertissement, mais tu vois, alors je vais pas dire que là m'a fâché, c'est un contenu waouh, super, etc. Mais là, on est encore, on sort du divertissement et on va vers le côté satisfaisant un petit peu, tu vois. Parce que genre, c'était vraiment le délire, tu remplis des objets de slime, tu sais, le fameux slime, et du coup, quand la roue de voiture elle roule dessus, t'as le slime qui sort, etc. Bref, il y a juste à taper pastèque versus voiture, donc en anglais Watermelon versus Cars. Et là, tu trouves des vidéos à 400 millions de vues, etc. de cette chaîne. Ouais. Ça me tue parce que, tu sais, il y a eu un peu la trend de la TikTok Money il y a 1 ou 2 ans là. Et Mhm. j'avais essayé, j'avais pas mal suivi ce qui se faisait. Et tu as eu des délires comme ça, avec par Ouais, les exemple bouteilles là qui les roulaient dans bouteilles qui l'escalier. roulent. Ouais, c'est Ouais, ça. exactement. Ouais, c'était la même chose. C'est le même type de contenu, c'est-à-dire c'est un contenu, tu fondes rien là-dessus, à part prendre du cash, tu vois, tu vas rien Ouais. créer vraiment, parce que quand l'algo en fait va te dire c'est bon, on n'en veut plus de ton contenu, du jour au lendemain, tu as toutes les chaînes qui plongent, mais vraiment toutes les chaînes, hein. C'est-à-dire toi et tes Ok. concurrents, c'est terminé. Et là où le gars faisait 400 millions de vues, aujourd'hui, il peine à faire 15 000 vues sur une vidéo. Mais c'est même plus rentable. Parce que c'est des chaînes où tu as un revenu pour 1000 qui est assez faible. Donc, on peut en parler aussi. YouTube, c'est pas vraiment comme ça que ça marche, mais on peut faire un calcul qui te dit combien tu gagnes pour 1000 vues, grosso modo. Et en fait, moins ton contenu est qualitatif, plus tu te rapproches justement du divertissement, mais on va dire de bas étage un peu. Et bien du coup, plus ton revenu pour 1000 est faible. Là, tu es sur un revenu pour 1000 qui est un peu en dessous les 1 $ les 1000 vues, tu vois, donc c'est quand même assez faible. Mais bon, encore une fois, quand tu fais 400 millions de vues, tu fais 400 000 dollars, quoi, tu vois. Donc, sur une vidéo, hein. Donc, Ouais. ça peut rémunérer. Ouais, c'est sûr. Ok. Et après, je suppose que tu as par contre des vidéos plus intelligentes. Enfin, je sais Voilà, pas on comment peut dire expliquer. ça, oui, mais oui, c'est le bon mot. Oui, exactement. Bah, comme je disais, en fait, pour moi, sur le YouTube sans visage, tu peux aller un peu dans la niche actualité, tout ce qui est info people, etc. Les gens aiment bien aussi, mais c'est soit du divertissement, soit t'apportes de la valeur, tu réponds à des problématiques. Tu vois, je vais t'en donner plein. Si tu veux, comment installer Windows. Tu vois, demain, tu peux faire une vidéo bien montée, tutoriel, avec une voix off où tu ne parles pas, tu vois. Review des 10 meilleurs aspirateurs de 2025. Comment faire un nœud de cravate. Enfin, t'as plein de Ouais, niches ok. où c'est quand tu réfléchis, toi-même, t'as déjà été voir ce type de contenu et tu te dis, ah, c'est vrai que maintenant que j'y pense, bah, j'ai pas vu le mec, je sais pas si le gars qui parle que j'entends, c'est vraiment le propriétaire de la chaîne, ça se trouve c'est délégué, etc. etc., quoi. Donc c'est vraiment, c'est un marché en fait, c'est un marché comme si tu avais quelque chose à vendre, sauf que là, en tant que créateur, t'envoies juste un MP4 sur la plateforme, t'as pas de clients, t'as pas de colis qui se perdent, t'as pas de SAV, t'envoies un MP4 et voilà, s'il fait des vues, t'as de l'argent en retour, s'il fait pas de vues, tu renvoies un autre MP4 comme ça. Non, c'est un peu ça, hein. Et là, avec l'IA, moi je dis, ça redistribue beaucoup les cartes. Moi, honnêtement, l'IA, si vraiment je dois être honnête, ça m'embête un peu parce que du coup, ça vient vraiment mais baisser drastiquement la barrière sur des contenus qui avant étaient quand même assez compliqués à Ouais, parce faire, que tu là, vois. avec des Runaway, des Clink et Ah, tout, ça c'est stratosphérique, hein. monstrueux. Bah là, dis-toi, tu Ouais. sais, chaque dimanche, je sors un tutoriel sur ma chaîne. Là, le tuto qu'on fait, qui sort ce dimanche, là, c'est room tour, luxury house, tu vois, donc luxury bathroom, luxury tout ce que tu veux. Là, les CPM sont énervés en plus. Exactement. Là, tu peux arriver sur du 7, voire presque 10 $ les 1000 vues. On n'est plus sur 1 $ les 1000 vues. Après, c'est plus dur peut-être d'aller faire des 400 millions de vues, mais en tout cas, il n'y a pas besoin de faire autant pour que ça soit rentable. Et là, c'est le combo. Alors, je spoil complètement mon tutoriel, mais c'est pas grave, je pense que les gens verront pas le podcast à ce moment-là peut-être. Donc, du coup, c'est Midjourney et Kling. Et là, mais tu fais des intérieurs encore plus beaux que la réalité presque. Sauf qu'avant, quand même, pour produire ce contenu, bah, fallait être de mèche avec un agent immobilier ou connaître des gens qui ont des maisons de dingue, aller filmer sur place. Enfin, t'imagines la logistique de fou. Là, maintenant, en 2 heures sur ton ordinateur, je te fais le room tour de l'appartement qui n'existe pas, quoi. Et c'est juste dingue. Donc, c'est pour ça que quand il se passe un événement comme ça, un game changer pareil, c'est soit t'es spectateur et puis tu sais, tu fais un peu pas le boomer, mais tu sais, tu fais un peu le gars
comme ceux Tu qui n'y croient pas. ronchonnes, quoi. Exactement, genre ouais, mais les marketplaces en ligne, ça va jamais marcher. Bon, bah, Amazon. Et alors du coup là, soit tu fais ça, soit tu l'intègres très très vite dans tes process. Et c'est nous ce qu'on a commencé à faire depuis déjà plusieurs mois. Et tu t'adaptes, quoi. Donc ça nous permet d'aller nous aussi sur des contenus où on n'était pas présent. Et sur certains contenus où on était un peu content d'être positionné parce que c'était dur d'accès, bah là, malheureusement, on sait que ça va venir concurrencer. Mais J'ai une question. ouais, Et au niveau du contenu pour les enfants, par exemple, si tu fais des comptines, des choses comme ça, tu vois, est-ce que tu as la ouais. monétisation sur ce type de contenu? Ouais, alors là, justement, ça fait suite à un autre scandale qui a eu lieu aussi un peu au même moment. Ça, c'était plus 2016, 17, 2016, un truc comme ça. YouTube, bon, bah, comme d'hab, hein, on n'est pas responsable du contenu, etc. Sauf qu'à un moment donné, bah, ça part trop loin. Et comme vous pourrez retrouver, ça avait même un nom, en fait, c'était le Elsa Gate, tu vois, Elsa Gate carrément. C'était passé dans le New York Times, etc. Un énorme truc. En fait, en creusant un peu, et puis à force de signalement de milliers de parents, sûrement, euh, on se rend compte d'un phénomène, enfin YouTube se rend compte d'un phénomène, c'est que du coup, il y a énormément de contenu qui utilise masse licence Spider-Man. En fait, si tu veux, c'était le combo ultime. T'as des enfants qui aiment Peppa Pig, t'as des enfants qui aiment La Reine des Neiges, t'as des enfants qui aiment Spider-Man. Bah alors, tu sais quoi, on va faire une animation où il y a tout le monde, en fait. C'est multivers, tu vois. Et du coup, et en fait, ça a explosé parce que les gamins, ils devenaient fous. Il y avait leur comptine préférée avec La Reine des Neiges, Spider-Man, Hulk, Peppa Pig et tout le monde dans le bus qui danse, tu vois. Sauf que YouTube ne disait rien, encore une fois. C'était un peu le principe du fair use. Le principe du fair use, rapidement, c'est utiliser le contenu d'un autre si tu apportes de la valeur et que tu fais pas juste du repost, quoi, tu vois. Donc, si tu veux, sur YouTube, c'est un peu la zone grise sur beaucoup de choses, hein. C'est-à-dire imprimer des t-shirts avec Spider-Man. J'ai pas le droit. Si je fais ça, je reçois une mise en demeure, tu vois. Par contre, faire une vidéo, animation, Spider-Man, se déguiser en Spider-Man, ça peut être de la parodie, donc ça passe, tu vois. Donc c'est quand même très particulier, sachant que tu vas faire plus d'argent peut-être en mettant des contenus Spider-Man sur YouTube qu'en vendant des t-shirts. Des t-shirts. Mais bon, et donc du coup, à un moment donné, ça part trop loin, il y a trop d'abus, il y a des Elsa qui commencent à être à moitié dénudées, il y a des Mickey qui commencent à sortir un pistolet, vraiment, hein, ça a été jusque-là, et t'as des enfants qui pleurent, et là, ça part trop loin, donc YouTube met en place YouTube Kids, l'application pour les enfants, qui est censée encadrer tout ça, et derrière, par contre, maintenant, depuis ce truc, donc depuis 2016, chaque vidéo mise en ligne, tu dois dire si elle est for kids ou pas. Chaque vidéo que tu uploades, tu dois dire si elle est pour les enfants ou pas. Vous qui uploadez, vous avez dû voir du coup. Alors tu peux. On a tous fait l'erreur en plus de dire bah oui, Alors, ouais. parce que intuitivement on se dit bah oui, un enfant peut la regarder. Moi Ouais. ça m'est déjà arrivé. Et en Alors fait, là c'est l'erreur qui fait un peu mal parce qu'en fait quelle est la différence? Si tu mets non, c'est une vidéo normale, et si tu mets oui, en fait, du coup tu te prives de commentaires. En fait, tu te prives de tout le suivi utilisateur. Tu vois, parce que pourquoi ça fait suite à tout ça? D'une, il y a eu les scandales comme j'ai expliqué, et de deux, en fait, il y a COPPA qui encadre la protection des enfants, des mineurs aux États-Unis, qui tombe sur YouTube à ce moment-là, donc ça fait beaucoup d'un coup. Et en fait, il faut bien comprendre qu'avant cet événement, donc avant 2016, il n'y avait pas le for kids ou pas for kids. Tu mettais une vidéo, que ce soit une comptine, apprendre l'alphabet ou, je sais pas, un documentaire sur la Seconde Guerre mondiale, c'était la même chose, tu vois. Et donc là, en fait, il y a ça qui est mis en place. Et donc, YouTube, avant, collectait les données, voyait si un enfant mettait un like, voyait si un enfant s'abonnait avec la cloche, etc., etc. Et ça, en fait, c'est interdit de collecter les données des enfants de moins de 13 ans. C'est interdit aux États-Unis. C'est pour ça que YouTube, eux, disaient « Non, mais tout va bien, la plateforme est interdite aux moins de 13 ans. » Donc forcément, il n'y a pas d'enfants. Sauf que tu comprends que c'est pas des mecs de 30 ans qui apprennent les couleurs, quoi, tu vois. Donc à un moment donné, ça tenait plus. Parce que le problème, c'est que les enfants utilisent le compte des parents. Donc toi, dans tes statistiques, si tu as une chaîne gamin, tu vas voir que c'est des mecs de 25 ans qui sont en train de regarder tes vidéos d'alphabet. Mais en fait, non, c'est parce que c'est le compte des parents. Donc si tu veux, ça tient plus. Et là, YouTube prend une amende. Faudrait rechercher, vous mettrez un fact, mais je crois que c'est 70 millions qui prennent d'amende de la part de COPPA pour justement collecte de données sur des mineurs, ce qui est interdit, quoi. Et donc voilà, suite à ça, tu dois donc mettre en for kids, et donc en plus de te priver de certaines features, comme on disait, tu as un revenu pour 1000 qui est catastrophique, tu gagnes moins d'1$ les 1000 vues. Pourquoi? Parce que du coup, vu que tu peux pas faire suivi d'utilisateur, tu que des publicités d'annonceurs qui ne font pas du suivi d'utilisateur, quoi, comportement. Et donc, tous les utilisateurs, ils ont envie que leur pub soit ciblée, quoi, tu vois. Donc voilà, pour la petite anecdote du For Kids. Et je rebondis juste sur un truc que tu as dit, un petit peu avant quand tu parlais du room tour là, des maisons. Et tu sais, tu disais,
bah, l'idéal, c'est de connaître un agent IMO et d'aller faire un tour avec lui et tout, par exemple. Mmh. Mais avec cette histoire de fair use là, justement, moi c'est ça parfois que j'ai un peu du mal à est-ce que imaginons que sur YouTube, il y a déjà des dizaines de vidéos de room tour de, maisons de multimillionnaires, milliardaires et tout. Mmh. Si tu récupères des petits morceaux de ces vidéos, que tu commentes par-dessus, par exemple, Mmh. que tu agrèges tout ça, enfin tu regroupes tout ça dans une vidéo qui fait, 10 minutes, Ouais. à quel point le fair use est validé dans ce cas-là? Parce que Mmh. c'est à la fois un montage, Ouais, bien sûr, ouais. voice-over et ça passe. Alors voilà, comment est-ce que ça passe? En fait, faut comprendre qu'il y a le fair use. Donc au niveau le fair use, c'est YouTube, les droits d'auteur, c'est la loi, tu vois? Donc au OK. niveau de YouTube, si tu fais ça, si tu vas piocher comme ça, je sais pas, imaginons il y a notre top influenceur, français, tu vois, qui décident tous de montrer leur maison. Tu vas chercher un peu des passages d'ici, des passages de là et tu dis top 10 des, maisons influenceurs FR, tu vois? Au niveau du fair use, c'est OK. YouTube, tu pourras monétiser ta vidéo, tu pourras ta chaîne, et cetera. C'est bon. Maintenant, au niveau, du droit d'auteur, faut comprendre que si un tel n'est pas d'accord pour qu'on voit sa maison, pour que lui apparaisse un bref instant dans la vidéo, et cetera, il pourra toujours t'envoyer un avertissement, donc un strike, tu vois? Et si tu veux, ça, je le montre bien dans la formation. Il y a, un passage où tu as une vidéo hyper populaire sur YouTube qui raconte, la vie de Pablo Escobar. Et je trouve que c'est un exemple très parlant parce que tu vas voir, il y a des gros acteurs. En gros, la vie de Pablo Escobar, en mode documentaire, tu vois, chaîne sans visage, documentaire. Très bien. Et pour illustrer ses propos, qu'est-ce qu'il a fait, le gars? Il a mis des extraits de la série Netflix, tu vois, carrément. Donc Mmh. là, c'est top, quoi. Tu peux pas avoir des meilleurs passages pour illustrer que des extraits d'une œuvre cinématographique, quoi. Tu vois, c'est parfait. Et donc, la vidéo, elle est encore en ligne, tout va bien, parce qu'en fait, là, c'est un exemple de bon usage du fair use. Maintenant, un mauvais usage du fair use, je pourrais envoyer la vidéo si tu veux la mettre pour illustrer. Un mauvais usage, ça serait le mec qui regarde Netflix, qui voit un épisode et qui se dit oh bah je vais le réuploader sur YouTube, mais je vais le traduire. Tu vois, et là il est en anglais, je vais le traduire en espagnol, en Ouais. français. Du coup, j'ajoute de la valeur. Du coup, c'est du fair use. Oui, mais non, parce que là, Netflix, il tombe dessus, ça fonctionne pas. Autant dans un sens, c'est un peu du gagnant-gagnant, c'est-à-dire si je me positionne en tant que Netflix, ok, il utilise notre contenu, mais c'est des très très courtes séquences, et puis peut-être qu'après avoir vu le documentaire, les gens vont se dire je veux voir la série, tu vois, donc c'est un peu du win-win. Par contre, tu réuploades l'épisode en le traduisant, non, là tu voles la propriété de Netflix, voilà. Donc Et c'est là un peu la limite, tu vois, ça dépend comment c'est fait. et si par exemple tu as le teaser d'un film là qui va sortir et que tu le récupères et que tu fais un react, là ça Mhm. passe en fair use. Alors voilà, le React, c'est un peu aussi, on va dire, ça te permet d'ouvrir des portes, mais encore une fois, moi j'avais vu des gars à un moment donné qui avaient monté des chaînes avec ça, ils faisaient du React TPMP. Sitôt que l'épisode était sorti sur la plateforme de rediff en ligne, ils allaient chercher l'épisode, ils faisaient un React dessus, un React avec des énormes guillemets, hein, parce qu'ils parlaient presque pas, ils étaient juste Ouais, en petit bordel, dans ouais. un coin. Aujourd'hui, ces chaînes-là, la plupart ont sauté, elles sont plus là, quoi. Comme je te dis, OK. en fait, il y a le côté YouTube. YouTube va te dire c'est OK. Et il y a le côté ayant droit. Tu vois, typiquement, si toi, tu as une chaîne avec tes propres vidéos, tu t'es embêté à faire du montage, je sais pas, même en mode lama fâché, tu vois, tu as ta chaîne, OK. Et derrière, tu dis, je vais lancer une autre version de ma chaîne, mais en espagnol. Donc c'est facile pour scaler dans cette direction-là. Je vais reprendre mes vidéos à moi et je change juste la voix off. Et s'il y a quelques petits textes à l'écran, je les modifie. Un très bon moyen de scaler ça, tu vois. Tu peux ouvrir une chaîne en espagnol, en russe, en allemand, en italien, ce que tu veux. Pour YouTube, c'est OK. Parce que du coup, il y a un ajout de valeur, tu traduis, comme on disait tout à l'heure. Et Mmh. l'ayant droit, là, bah, c'est toi. Donc là, c'est OK. Tu vois. Par contre, si c'est un concurrent qui commence à te prendre tes vidéos et à juste te les traduire, tu sais, le mec est sympa, il te les traduit dans d'autres langues, etc., mais toi, tu touches rien, non, là, Ça veut ça dire que fonctionnera pas. théoriquement, si tu prends des petites chaînes et tu les traduis et que personne se rend compte de rien, tu te gaves en fait. Alors oui, après, tu peux jouer à ça, c'est pour ça qu'il y en a qui OK. vont se servir sur les plateformes un peu chinoises, etc. OK, ouais. Ouais, c'est une méthode, hein. Après, il y a des chaînes qui sont des très grosses chaînes qui se sont bâties là-dessus, juste en alors là, pour le coup, on peut pas dire autrement. Là, c'est du vol de contenu, mais ça reste YouTube et mine de rien, souvent, alors je peux pas, faire de je crois pas qu'il y ait eu de jurisprudence ou quoi là-dessus, mais la plupart du temps, si tu fais n'importe quoi, ça va se terminer avec, des strikes et une chaîne clôturée, quoi, tu vois? Mmh. Mais bon, voilà, quand même pas faire le fou non OK. plus. Et du coup, ça me fait penser parce que il y a une époque où il y avait vraiment beaucoup de Zap, genre le Zap de Spion qui était méga connu. Et en Mmh fait, mh. ils ont ultra profité de ce fair use parce que c'était des montages.
Alors, la thématique un peu à la Fail Army dans le fond, tu vois? Où c'est que tu mets des compilations de clips récupérés, par-ci par-là sur le web. Je dirais qu'aujourd'hui, YouTube peut quand même t'embêter là-dessus. OK, c'est du fair OK. use, mais en fait, c'est ça. YouTube, ils essayent toujours de quand même en vérité, il y a l'algorithme, hein, qui fait son bout de chemin et cetera et je pense que ça reste très, très rare, mais ça arrive, que tu aies un humain, à un moment donné, qui vienne mettre ses mains dans l'algorithme, tu vois? Pour, vraiment changer quelque chose. Comme je te dis, là, quand on était tous avec des chaînes de crush, là, la roue de voiture qui écrase des trucs et que ça cartonnait et que du jour au lendemain, ça ne marche plus, il y a forcément quelqu'un qui est venu changer quelque chose, tu vois? Et, et pour ça, en fait, ces chaînes-là qui sont très faciles, en fait, je veux dire, s'il suffit d'aller chercher des bouts de vidéos, de les revoler même chez un concurrent ou autre et de monter sa propre chaîne, bah aujourd'hui, YouTube, et t'as dû le voir, bah, on a en France commencé, on avait Cocaine qui faisait ça, tu sais, la chaîne Ouais, qui Zap avait... Cocaine, ouais. Exactement, ouais. Ouais. Alors, eux, souvent, la problématique qu'ils ont, c'est qu'ils sont pas monétisés. La chaîne n'est pas monétisée, alors elle n'est Ah pas OK. supprimée ou autre, mais ils ont des problèmes de monétisation parce que YouTube va leur dire, il n'y a pas d'ajout de valeur, en fait. Tu vas choper du contenu sur le web, tu le remets, et voilà. En fait, tu n'ajoutes pas de valeur. Donc, c'est pour ça que eux, ils ont plusieurs options. C'est soit des fois, ils font des versions courtes, et je crois que c'est ce que faisait à un moment donné Cocaine. Ils font des versions courtes, et ils te disent, si tu veux voir la version longue, dans la description sur mon site. Et là, du coup, ils sont libres de monétiser comme ils veulent, puisqu'ils peuvent mettre des publicités, etc. sur leur site, ça leur appartient. Là, si la chaîne n'est pas monétisée, bah, tu peux rien faire. Et sinon, autre option que font certains, mais moi je trouve ça casse complètement le truc, t'as peut-être déjà dû en voir, c'est des chaînes qui vont rajouter par-dessus du commentary, tu vois. Ouais. Donc voilà, si tu mets du commentary, c'est-à-dire bah, tu commentes en fait ce qui se passe de oh, dans cette scène, regardez cet accident de voiture, il est incroyable. Voilà. Moi, je trouve que ça casse complètement le truc, parce qu'en tant que spectateur, t'as pas envie que le mec te commente ce qui se passe, tu le vois très bien. Mais du coup, c'est une espèce d'astuce pour avoir accès à la monétisation, parce que là, YouTube dira ah oui, il a mis des clips bout à bout, mais quand même, il y a une voix off par-dessus. Tu vois. Et là, tu peux monétiser. Donc c'est pour ça, si tu te posais la question pourquoi il y a des chaînes, et pourquoi les mecs nous embêtent à parasiter, à parler par-dessus, ben, c'est pour ça en fait. C'est pour justement être éligible au YPP YouTube Partner Programme. Ouais. OK. Est-ce que tu aurais pour toujours pareil, pour essayer de montrer un peu aux gens qui nous écoutent, à quel point ça peut être intéressant financièrement parlant, une idée, de ce qu'a pu rapporter annuellement une de tes chaînes, par exemple? Ou alors, tu vois, Ouais. ton record, pas forcément sur tout ton business, hein, mais juste sur une chaîne pour qu'on puisse, Bah alors ouais, en termes de revenus, si on parle purement YouTube, alors une chaîne, oui, je peux dire. Alors là où vraiment tu fais les plus gros chiffres, c'est quand tu es sur des thématiques au final ponctuelles. Si vraiment tu veux savoir le record sur un mois, sur une année. Alors je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais comme on disait tout à l'heure, la extra monnaie, tu vois, là il y a Squid Game 2 qui est sorti. Il y a plein de choses à faire sur Squid Game 2, tu vois, comme Squid Game 1, il y avait eu énormément. J'avais fait une vidéo sur le sujet justement. Et on va dire, moi, je préfère parler en revenu lissé parce que sinon, ça veut tout et rien dire. À un moment donné, Mmh. si tu es là au bon moment, que tu fais le bon contenu, etc. Mais c'est pas parce que tu l'as fait une fois que là, tu me dis, allez, bah, tu sais quoi, petit challenge, en avril, tu te mets à 100% et tu essayes de rebattre ton record. Et oui, mais en avril, il n'y a plus Among Us, il y a plus, tu vois, il y a eu des thématiques, à un moment donné, Mmh. c'était mondial, c'était juste dingue. Et comme on disait tout à l'heure, le crush aussi, ça fonctionne plus, tu vois. Donc, moi, si je dois te parler du coup en revenu lissé, c'est encore le cas. Il y a des années c'est plus, des années c'est moins. Mais aujourd'hui, si vraiment l'ensemble des chaînes, c'est là où tu peux dire 500 chaînes, il y en a qui me rapportent très très peu, mais on continue. J'ai du mal à abandonner une chaîne parce qu'à tout moment ça peut remonter, ça peut décoller, etc. Aujourd'hui, le chiffre d'affaires, en tout cas, et encore une fois sur ce business-là, les charges sont pas si énormes que ça. Quand tu compares à, je sais pas, du dropshipping où déjà tu vas payer le produit, tu vas payer les frais de douane, tu vas payer plein de choses. En vérité, les ads, ça te tue ton business. Mmh. YouTube, il n'y a pas de ads. Donc aujourd'hui, on fait, allez, entre 1 et 1,3 million à l'année, quoi, tu vois. Sur vraiment revenus issus de YouTube. Et quand je dis ça, c'est YouTube monétisation AdSense, hein, tu vois. OK. Voilà. Et à quel point tu es dépendant pour arriver à ce chiffre d'affaires, de renouveler en permanence et d'être justement à l'affût des nouvelles opportunités, des nouveaux, ouais, tu as des chaînes qui sont là et qui, on va dire, sont finalement stables et te permettent justement de t'assurer, ce En niveau de fait, revenu? tu vois, je me dis toujours, je sais pas, c'est peut-être aussi mon passé, mon histoire, etc., tu vois, qui font que
ça fait un moment que je pourrais m'arrêter, tu sais, à un moment donné, tu places ton argent, tu fais travailler, etc. Donc ça, c'est des choses que j'ai mis en place, mais un peu plus tardivement. Moi, premier truc que j'ai fait, c'est l'immobilier, quand même, en 2017-2016, parce que mine de rien, avec tous ces changements de règles, là, dont je parlais sur YouTube, on a quand même été fortement impacté par ça. Et du coup, il y a un moment donné où ça baisse, les revenus, et tu te retrouves à côté avec de l'argent que tu as généré, et tu te dis, ouais, mais si je fais que picorer là-dedans, vivre sur ça, en fait, je vais grignoter mon capital, et dans, je sais pas, 10 ans, peut-être, 15 ans, 20 ans, quand j'ai plus de capital, je fais quoi, en fait, tu vois? Parce que moi, YouTube, je me suis toujours dit depuis le début, c'est pour ça que j'en parlais pas, ça va pas fonctionner éternellement. Vraiment, depuis le début, c'est ma vision. Ça va s'arrêter. Tu Bon, le penses aujourd'hui, toujours, ça? alors aujourd'hui, au bout de 12 ans, tu peux pas te dire, tu peux pas te dire ça va s'arrêter dans 6 mois, j'en suis sûr. Ça, en fait, j'ai compris que ça fait que grossir, surtout quand tu as des très forts acteurs comme TikTok qui viennent concurrencer le mastodon qui est YouTube, et que tu vois que ça change pas grand-chose en vérité. YouTube rajoute les shorts, et puis en vrai, c'est pas la même manière de consommer non plus. Donc moi, aujourd'hui, mon discours, c'est, je pense que pendant 15 à 20 ans, à moins qu'on ait un flip énorme, tu vois, quelque chose qui est imprévisible qui arrive, mais sinon, je pense que pendant 15 ou 20 ans, YouTube va encore grossir, parce que pour moi, c'est générationnel. C'est-à-dire, on a vraiment nos parents, nos grands-parents qui n'ont pas ces habitudes-là de consommation, tu vois, qui regardent pour certains la télé, etc., qui vont pas trop sur YouTube. Et on a, nous, la génération, je pense qu'on a un peu tous là le même âge à peu près, et on est un peu cette génération pivot, tu vois, qui a lâché la télé pour aller sur YouTube. Et ceux qui arrivent, je dis pas que c'est bien ou que c'est mal, mais c'est pire que nous, c'est-à-dire à 4 ans, 5 ans, ils ont une tablette, un téléphone dans les mains, tu vois. Et donc, je pense que pendant 15-20 ans, vraiment, tu as toute cette génération qui va venir sur YouTube, et nos parents et voilà, et mes grands-parents qui, eux, consommaient pas, ça va pas changer grand-chose, tu vois, qu'ils y aillent ou pas. Enfin, je veux dire, voilà, il va se passer ce qui doit se passer, mais ça va pas faire des pertes d'utilisateurs pour la plateforme. Et donc, je pense qu'en effet, ça va. D'ailleurs, je le vois, hein, moi, depuis que j'ai commencé, autant à l'époque, faire 1 million de vues, c'était waouh, cette vidéo, elle se rapproche du million, etc. Maintenant, quand tu es sur la bonne thématique au bon moment, ça n'a rien d'exceptionnel, tu vois. Et alors là, je parle même pas des shorts qui viennent redistribuer, tu vois, 1 million d'abonnés, c'est énorme en vérité. Aujourd'hui, voilà, avec les shorts, ça peut aller très très vite. Il y a des thématiques. Là, une thématique dont je parle de temps en temps. D'ailleurs, je peux répondre à ça. Tu m'as pas posé la question, mais je peux répondre. Pourquoi vraiment se cacher? Pourquoi ne pas donner les noms de ces chaînes, etc. Bah, Ça, on le comprend de tu base. le comprends, Nous, tu le comprends, ouais. nous, on a exactement la même problématique avec l'affiliation. Tu vois, Voilà, c'est on ça. tient le podcast depuis 2 ans et demi. La grande majorité de l'audience sont pas au courant des thématiques qu'on couvre, Voilà, c'est etc. ça. Enfin, Quel produit tu vends, comment tu ouais, fais, etc. c'est ça. Donc Bah, ça, on respecte et on comprend. Hein. bah moi, j'ai voilà un très bon cas d'étude là-dessus aussi. C'est du coup une chaîne. Là, je pourrais t'envoyer le Social Blade, parce que ce qui est bien avec Social Blade, ceux qui connaissent pas, c'est un outil qui va checker régulièrement les chaînes, et tu peux retracer l'historique d'une chaîne même si elle n'existe plus. Et donc là, une chaîne YouTube, c'était il y a 1 an, février l'année dernière. Bon, spoiler, c'est du short, mais quand même, la chaîne, en 60 jours, donc c'est pas beaucoup, hein, en 2 mois, je sais pas ce que vous arrivez à construire, vous, en 2 mois, et bien cette chaîne, en 2 mois, de 0 à 13 millions d'abonnés, grâce à du short, tu vois. Et je vous enverrai le Social Blade. Et donc, si tu veux, là, tu es face à une fusée, tu vois, c'est énorme, et forcément, beaucoup de personnes voient ça, beaucoup de personnes n'aiment pas ça, beaucoup de signalements, chaîne supprimée, tu vois. Alors que le contenu en soi avait rien de choquant, de dérangeant pour YouTube, chaîne supprimée. Et aujourd'hui, le gars a pas récup la chaîne, quoi, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il y a un intérêt à cacher ces chaînes, puisqu'en fait, à un moment donné, on veut bien parler de notre business, on veut bien peut-être même faire de l'accompagnement, etc., pour les personnes les plus motivées, sérieuses, mais pas au détriment d'aller détruire à côté ce qui est en place, quoi, tu vois. Donc voilà, et aujourd'hui, oui, je pourrais ralentir tout ça, mais en fait, je sais pas, j'aime bien le faire, tu vois. Même demain, imaginons, je sais pas, même les chaînes, je revends, je fais d'autres choses, mais qu'est-ce que je vais faire? Tu vois, au début, je vais partir en vacances, je vais profiter de ma famille, machin, et puis au bout de 2 mois, 3 mois, donc non, c'est intéressant. Puis, tu vois, notamment avec ce projet de formation, il y a une équipe qui s'est mise en place, et maintenant, je me challenge presque un petit peu pour les personnes avec qui je travaille. Je me dis, putain, il est sérieux, lui, quand même, il mérite aussi de réussir, etc., de construire quelque chose. Donc, tu le fais presque un peu aussi pour accompagner les personnes. Bah là, typiquement, il y a un de mes associés, du coup, qui est devenu associé, qui au début n'était que élève dans la formation, qui vient s'installer en Andorre dans 1 mois. On vient de lui trouver un Trop bien. appartement là. Donc, tu vois, ça fait plaisir, quoi. Et quand tu dis qu'il est devenu associé, c'est sur un projet annexe ou c'est sur Non, un en projet fait, de chaîne des gens ensemble? qui sont déjà dans les programmes un petit peu comme ça d'accompagnement m'ont dit c'est le moyen le plus sain
de faire grossir le système. Et moi, je suis toujours partisan. J'aime bien comprendre ce qui se passe. Tu vois, certes, j'ai été approché par plusieurs personnes, tu vois, pour mettre en place un CRM, plein d'outils pour développer tout ça très vite. Et en vérité, j'aime bien comprendre ce qui se passe. J'aime pas du tout l'idée de je viens, je te set up tout le système, tu vas faire x5, mais c'est une boîte noire et tu sais pas comment ça fonctionne. Tu vois, ça j'aime pas parce que d'une, tu es hyper dépendant de la personne. Et puis après, si tu veux améliorer des choses, tu peux pas, quoi. Tu vois, tu peux pas le faire. Tu peux pas, toi, aller bricoler dedans. Donc en fait, ça s'est fait petit à petit. Et je peux dire son prénom, c'est Alex. Donc moi, je lance la formation en septembre-octobre 2023. Donc il y a 1 an et demi à peine, tu vois. Et Alex y rejoint en quelque chose comme novembre. Mec qui connaît déjà YouTube, tu vois, je dis un peu votre niveau à la limite, tu vois, il connaît YouTube, il sait comment ça fonctionne, il a déjà fait des petits tests, mais jamais rien de très concluant. Il rejoint la formation, donc la V1, hein, c'est la première formation, et puis rapidement, mec hyper cool, il y a un échange qui se fait, il applique, il commence à avoir des petits résultats, au début c'est modeste, mais ça prend, et puis en fait, il commence même à me conseiller, parce que lui, je te dis, il s'intéresse beaucoup, très curieux, donc il me dit, oh, tes mails, ils sont pas super bien écrits, moi, la formation, j'y connais rien, j'ai jamais fait ça avant, donc il me dit, si tu veux, je peux t'aider à réécrire tes mails, copywriting, etc. Et puis plus ça va, plus il devient un petit peu un espèce d'assistant, si bien que plusieurs mois plus tard, ses chaînes ont vraiment décollé, et c'est moi qui lui dis, écoute, c'est super, tu as tout compris, mais est-ce que tu veux pas m'aider un peu? Et puis, vu que tu as appliqué les conseils, que tu as eu les résultats, que tu connais tout, tu es à même de m'aider dans le projet, quoi. Et aujourd'hui, c'est devenu presque mon bras droit, tu vois, dans ce projet de formation, parce qu'en fait, je lui ai donné de plus en plus de responsabilités. Et aussi la formation, moi, j'avais cette idée, tu sais, souvent quand tu n'es pas dans un business, tu t'imagines que c'est très facile, tu vois. Donc je me disais, tu fais une formation, puis après, si je suis intéressé, ça tourne en automatique. Oh, wow, tout ce qu'il y a à gérer. En plus de ça, le support, je le fais moi-même. Et ça, j'y tiens pour le moment tant que ça reste gérable. Après, les gens m'envoient pas tous un message chaque jour, tu vois. Mais du coup, je réponds à chaque fois sous quelques heures. Je me pose à mon ordi et puis je réponds beaucoup en vocal. Ça me fait gagner du temps. Et donc, en vérité, il y a quand même pas mal de choses à gérer. Et aujourd'hui, tu vois, typiquement, on a un CRM, on a toute une équipe. Mais Alex m'a beaucoup aidé à mettre tout ça en place. Et je me repose beaucoup sur lui, en tout cas, vis-à-vis de ce projet, même si forcément, je reste le cœur du projet, quoi. Donc voilà, très, très. Et puis pareil, là, on avait un membre qui prend du coup les appels téléphoniques. Et bien lui, pareil, élève, suit la formation, et à un moment donné, on a un besoin. Il nous dit aussi qu'il avait fait une formation de closer, tu sais, mais il nous dit ça comme ça, tu vois, dans sa présentation. Et à un moment donné, je fais le point avec Alex, je dis, c'est qui déjà qui nous avait dit qu'il avait fait une formation? On le retrouve, on lui propose, et lui, super content. Tu vois, ça fait du complément de revenu, en fait, pour lui, juste en passant quelques appels, en parlant de la formation dans laquelle il est, si ça peut lui faire tomber un complément de revenu, pourquoi pas, tu vois. Tu vois, c'est très chouette que tu parles de ça parce que on vend aussi de la formation de notre côté. Donc, c'est pour ça qu'on s'est marré quand tu as dit que tu es confronté à quelque chose qui finalement était plus compliqué que ce que tu pensais au début, parce que la formation, quand tu fais les choses bien, c'est super compliqué à tous les niveaux. J'ai jamais vu un biz internet aussi compliqué en réalité. Et puis alors, moi je dirais, le piège, c'est hyper dur. C'est que tu vois, sur YouTube, tu sais qu'il faut envoyer un MP4 qui est optimisé soit dans la vidéo, soit dans le SEO. Mais si tu veux, la formation, tu as tellement de moyens de faire, de leviers à activer différemment. Ah ouais, il faut être bon partout et tout. C'est ça. Et on a une to-do list, même encore, hein, aujourd'hui, on a atteint un bon niveau, mais on a une to-do list de trucs à améliorer, elle est folle, quoi, tu vois. Ouais. Donc, ouais. Et il y a un autre point que je pense, il y a beaucoup de gens qui se rendent pas compte à quel point la formation c'est aussi génial pour ça. C'est que tu l'as très bien dit, mais ça te permet de connecter avec certaines personnes qui rentrent dans ton programme. Ouais. Moi, la première personne qui a acheté un de mes programmes en ligne, je me suis associé sur un SaaS aujourd'hui. On est en train de structurer la boîte et tout. On a un SaaS ensemble. Et là, avec les Wizards, on l'a pas encore annoncé et je le ferai pas dans le détail, mais on est en train de s'associer aussi sur un autre SaaS avec un membre de notre formation. Et en fait, tu rencontres, ça te permet de faire des rencontres de fou, et que comme tu viens de l'expliquer, et derrière, ça crée des opportunités, c'est génial, quoi. C'est vraiment... totalement. Et tu vois, même si ça reste du YouTube dans mon cas, c'est une autre manière vraiment de faire du YouTube, parce que avant ça, vu que je ne me montre pas sur les chaînes, etc., c'était assez dur quand même d'aller faire du réseau. Dis-toi qu'aujourd'hui, j'ai des gens qui me contactent, qui disent « je fais la même chose que toi depuis 2 ans, j'ai aussi quelques chaînes, on en parle, etc. » Et des fois, ça peut même déboucher sur des collabs. Enfin, tu vois, ça, c'est tous les aspects positifs que tu n'envisages pas du tout quand tu dis « je vais faire une formation, de l'accompagnement, etc. » Tu as vraiment ce côté, des gens vont peut-être être intéressés, à les former, mais tu n'imagines pas tout le réseau que ça peut t'amener. Et des choses comme ça, j'en ai plein. Tu vois, sur les voitures, c'est pareil. Quand tu achètes telle ou telle voiture, t'imagines pas derrière toutes les
portes que ça peut t'ouvrir, tous les contacts que ça peut t'amener. Beaucoup de gens vont penser ah oui, mais ça va être que des profiteurs, etc. Et en fait, pas du tout, quoi. Pas du tout. Moi, la rencontre la plus folle que j'ai fait, je pense, j'étais dans la rue, je sors de ma voiture, je la verrouille, et là, un mec qui s'arrête, et tu sais, du coup, bon, j'ai une voiture sympa, tu vois, et un mec qui dit Non, on peut le c'est dire, ta t'as voiture. une belle Lamborghini. Voilà, Qui est sur ton étagère derrière, d'ailleurs. Oui, alors c'est pas exactement la même, celle-là on C'est me l'a vrai. offert, mais c'est la même couleur, c'est tout pareil, en effet, c'est pas le même modèle, mais c'est très proche, et du coup, bon bah voilà, je sors de la Lambo, je la verrouille, le gars s'arrête à mon niveau, bon encore une fois, on est en Andorre, peut-être que ce genre de situation est plus propice à se produire en Andorre, il s'arrête, il me fait, c'est la tienne? Je fais, ouais, il me fait, tiens ma carte, je reçois la mienne la semaine prochaine, et c'est devenu un copain, tu vois, comme ça. J'aurais pas eu cette voiture à ce moment-là, jamais il y aurait eu cet échange, tu vois. Et sur plein de trucs, en fait, puis ça, c'est bête aussi, hein, c'est vraiment bête, mais ça crédibilise un peu certaines choses, tu vois, parce que l'Andorre, c'est petit, quand les gens te voient tout le temps avec la même voiture, qui plus est, tu fais un covering dessus, tu fais poser un aileron, tu fais peindre les jantes, on a compris que c'est pas une location, tu vois, surtout qu'en Andorre, tu peux pas louer de supercar. Et bien du coup, si tu veux, ça vraiment, t'as des gens qui viennent te voir. Alors je vais pas dire forcément que ça t'amène que des gens hyper intéressants, mais c'est comme ça que tu fais des rencontres, quoi. Bah, c'est con à dire, mais tu vois, dans le même style, je pense que les montres, je sais pas si tu es un amateur de montres, Alors, mais les depuis cette montres, année, enfin depuis 2024 ouais. récemment, mais ouais, je m'y Tu mets vois, doucement. typiquement, nous, bon, je vais pas dire qu'on s'habille mal, mais bon, enfin, je vais prendre mon cas. En tout cas, je m'habille pas particulièrement bien. Je suis pas en chemise. Voilà, on va dire que ça reste. Mais le fait d'avoir une montre, moi, sur Malte, par exemple, une montre stylée, etc., que les gens peuvent reconnaître un minimum, tout de suite, t'es pris au sérieux. Et c'est con, hein. Ça paraît un peu con à dire. C'est un peu comme l'histoire de C'est ta vrai. bagnole, mais ça te permet d'échanger et soit tu gagnes du temps dans l'échange parce que souvent ça te permet de passer un certain step et de te dire le mec en face de moi, il en est là dans le business, donc machin. Ouais, c'est vrai ce que Et tu dis. c'est des choses qui peuvent aussi être, débloquées comme ça quand on fait du réseau, etc. Ça peut être intéressant. Mais... Ouais. Tu Et c'est tu comme ça veux que tu viens à t'intéresser à des choses, parce que moi typiquement, mais alors les gens ont peut-être pas aimé, mais les voitures, mais j'y connaissais rien, et la vérité c'est que je m'en foutais complètement, tu vois. C'est juste qu'au fait, au bout d'un moment, tu rencontres un gars qui lui a ça, te fait essayer, et là forcément tu comprends pourquoi les gens aiment, et les montres c'est la même chose, tu sais, mais même moi, dans une anecdote qui est assez drôle, cet été je me suis marié, tu vois, et du coup on a fait un convoi, et les copains ont pris les supercars, etc., et du coup on roulait en France avec les voitures. Et on a fait plusieurs haltes sur des parkings, tu vois, d'autoroute, ou même à un moment donné, on était à McDo, etc., avec les voitures, c'était drôle. Et forcément, dans le convoi, tu avais aussi ma femme, du coup, qui elle était avec le SUV derrière. Et à un moment donné, elle était avec un ami, et ça parle. Et en fait, si tu veux, c'est ça qui est drôle dans la vie. Moi, je trouve que tu as plusieurs niveaux. Alors, je critique pas moi-même, j'étais au niveau livreur de pizza, tu vois, il y a 12 ans. Mais tu as plusieurs niveaux, et forcément, on va se comparer toujours un petit peu aux autres aussi. Et du coup, ce que les gens pensent et disent n'est pas faux en soi. Tu vois, pour leur situation, c'est totalement vrai, tu vois, en fait. Donc, c'est-à-dire, là, ce que je veux dire, c'est qu'on était sur ce parking, et on était, nous, à côté, et ma femme, du coup, et un autre ami entendent des gens parler. Et tu vois, t'as le mec qui fait « Ah ouais, mais les voitures, là, c'est toutes des locations. » Comme ça, tu vois. Et mon pote, du coup, mais pas méchamment, tu vois, il réagit à ça. Il dit « Ah non, non, c'est vraiment leur voiture. » Tu vois. Et t'as la femme qui dit « Ouais, mais c'est idiot, pour le prix d'une voiture comme ça, t'achètes un appartement. » Tu vois. Et dans le fond, elle a 100% raison pour le prix d'une voiture. Elle, si demain, elle touche 150 000, 200 000, 250 000 euros, qu'elle achète des appartements, un immeuble de rapport, quelque chose. Mais si tu veux, au bout d'un moment, quand tu as déjà ça, quand tu as déjà de l'immobilier qui tourne, etc., bah en fait, tu t'en fiches un peu d'avoir un ou deux appartements en plus, ça va pas te procurer les mêmes sensations et comme on disait, les mêmes rencontres. Tu vois, c'est comme pour la montre, c'est la même histoire. Moi-même, hein, j'étais le premier à dire, mais une montre, qu'elle vaille 100 euros ou 80 000 euros, ça sert à donner l'heure. Tu sais, la fameuse phrase, tu vois. Ouais. Mais en fait, non, parce que ça reste un placement, ça reste, comme tu dis aussi, un espèce de marqueur social, ça t'ouvre des portes. En fait, c'est tout ça que les gens ne voient pas à côté et qui, moi, le premier, je ne voyais pas non plus, en fait. Mais à un moment donné, bah, tu comprends pourquoi les mecs qui ont beaucoup de moyens, bah, ils font ci, ils font ça. Quand tu arrives à ces niveaux-là, tu comprends, en fait. Clairement. Et Arthur, tu veux parler vite fait de l'anecdote de ta montre 10 ans après avec Bah, Valentin? vas-y, ouais. Non, bah, Allez. c'est bref, mais en gros, nous, quand toi, t'es parti en Andorre, Mhm. nous, on fait partie de, on va dire, les autres qui sont partis à Malte.
OK. Tu vois, et ça s'est un peu séparé à cette époque, en 2014. On avait des gens qui sont partis, enfin, qui partaient en Andorre et d'autres qui Mmh. partaient à Malte. Nous, on a fait partie de ceux qui sont partis à Malte. D'accord. Et à Malte, on a fait des événements, des soirées et tout. Et Arthur a justement une jolie montre. Mmh. Et là, 10 ans après, on rencontre quelqu'un via un ami. Et il regarde Arthur et il dit: «Mais c'est pas toi, à Malte, qui avait la montre machin et tout?» Et il lui sort le Excellent. modèle, mais Ah ouais. le nom complet du modèle. Et Arthur lui dit: «Bah si, regarde, elle était à Ah son ouais, poignet». Et donc tu vois, excellent. c'est Ouais, le mais ça mec marque, ça marque. ça l'a marqué, ouais. Bah ouais, tu vois, mais voilà. Et moi, c'est vrai que j'ai pas eu la case montre directement parce que bon, bah, malheureusement, je l'apprends à personne aujourd'hui sur les montres, tu vois, c'est un marché compliqué, il y a beaucoup Mmh. de fausses, etc. Et même si dans l'ordre, les gens font souvent la montre, la voiture, machin, bah moi, j'ai directement fait la voiture parce que ça a été mon chemin et j'ai rencontré des gens qui avaient déjà des voitures, si tu veux, tu vois. Donc forcément, ça m'a initié. Et puis au début, pareil, ok, il y a la Lambo, mais avant, il y a eu la i8, avant, il y a eu la Mazda, tu vois, des petits trucs quand même, ça se fait pas non plus direct sur ce genre de bagnole, et je recommanderais pas non plus, parce que je ne citerai pas de nom, mais j'ai eu des amis qui ont eu direct des grosses bagnoles, et ça peut être dangereux quand même quand t'es un peu jeune et que tu te retrouves avec Ouais. 600 bourrins sous la pédale. Mais ouais, tout s'est bien terminé. Mais... Tiens, j'en profite pour rebondir parce qu'on est un peu là-dessus, mais est-ce que tu penses que tu serais aujourd'hui au même niveau financier, overall, Mhm. si tu étais resté en France? Oh bah, question qui fâche. Bah là, la question est vite répondue, hein, parce que... bah, Système glissant. Ah, bah, alors, j'en ai une autre après, alors après. ah Bon, bon, on voilà, arrive dans les on terrains enchaîne. glissants, on va glisser là. Alors, bah, déjà d'une, moi je pars en Andorre parce qu'aussi j'ai une opportunité de collaboration, donc ça fait sens. Et derrière, en effet, vu que je suis quand même dans ma tête à me répéter non-stop, vraiment, hein, il y a vraiment une phase où je me lève tous les matins, je vois que ça a fait de l'argent pendant que je dormais, et je me dis combien de temps ça va durer. Donc il faut optimiser, il faut profiter. Tu vois, c'est pas comme si j'avais signé un contrat, je vais pas dire de CDI, mais tu vois, un gros salaire, que tu sais que ça va durer comme ça 20, 30 ans, c'est une énorme boîte, etc. Là, je me disais, à tout moment, ça peut s'arrêter. Et sur YouTube, il y a des fois des gros pépins, donc merci les networks, mais tu peux te retrouver avec même des faux positifs. Tu te lèves un matin, ta chaîne, elle est plus là, tu vois. Donc si t'as rien fait de mal et que t'as les bons contacts, tu peux la récupérer. Mais bref, en étant dans cette dynamique, en ayant ça dans la tête, tu te dis, il faut quand même optimiser des choses. Et donc, ouais, je suis parti en Andorre, bah, écoutez, je vais vous donner, c'est très simple, hein, vous allez vite comprendre et vous jugerez par vous-même. Donc, si j'étais resté en France, j'aurais eu donc un IS, c'est-à-dire, allez, il y a 100 000 euros qui arrivent ce mois-ci. J'ai donc un impôt société. Sur ce qui reste, c'est dans ma trésorerie. Et là-dessus, j'ai les dividendes si je veux vraiment les percevoir en perso. Et derrière, tout ce que je vais acheter, donc la voiture, le machin, le truc, c'est 20% de TVA. Bon, bah, gardez ça dans un coin de votre tête. Maintenant, je fais le modèle andorran. Donc, du coup, il y a 100 000 euros qui arrivent. L'IS, alors c'est pour ça que j'ai pas dit l'IS en France, parce que ça dépend peut-être un peu ta situation, etc. Je On sais va pas dire combien il serait. 25% l'IS en France. Voilà, donc je résume. 100K qui arrivent en France, 25 qui sautent. Sur ce qui reste, 30K qui sautent. Tu veux t'acheter une voiture, 20% qui sautent. Bon, on a schématisé, on a Plus 60 raccourci. 000 d'écotaxes. Hein. Oui, alors on va même pas en parler. Donc c'est juste impossible à acheter en fait. Mais t'as plus assez pour payer les quotas. Mais du coup... Ouais, déjà, t'en as plus assez, déjà. Je l'achète. Oui, oui, voilà. Mais alors, déjà, en Andorre, c'est très très simple. Il n'y a pas d'histoire de palier, de machin, de trucs. C'est ta 100K qui arrive, tu donnes 10%. Ton IS, c'est 10%. Ça se retrouve dans ta société. Tu veux les percevoir toi, dividende zéro. Dividende, c'est pas imposé en Andorre. Donc tu reçois ton argent. Et après, ici, pas d'éco-taxe, pas de trucs comme ça. Et du coup, la TVA est à 4,5. Donc, voilà. Donc tu vois les deux modèles, et donc forcément sur 10 années à faire une activité qui marche bien. J'ai une pièce qui arrive là, la pièce elle est grosse, tu la vois ou pas? Je vais la mettre dans la machine. Vu que tu fais beaucoup d'immobilier, est-ce que tu as pu avoir accès au levier bancaire à Andorre? Alors voilà. Alors déjà d'une, moi j'ai fait de l'immobilier en Andorre et j'ai fait de l'immobilier en France. J'ai commencé par l'Andorre. Entre les deux, j'ai investi dans un salon de coiffure en Andorre. J'ai perdu 70 000 euros dans le salon de coiffure. Donc du coup, c'est là où je me suis dit, ok, on peut perdre des sous. Pourtant, t'inquiète que le comptable, il était hyper confiant. Tu sais, parce que moi quand même, je suis pas idiot, tu vois. Je mets de l'argent dans un projet et je lui dis, ouais, mais quand même, si ça marche pas. Alors sur le papier, c'était dingue. En fait, j'étais juste investisseur pour le salon de coiffure. Je mettais 70K.
et je devais récupérer 1000 par mois, tu vois, donc 1 cas par mois. Donc en gros, en 4 ans, c'était amorti et 1 cas par mois, un truc dont je ne m'occupe pas. Et en fait, la leçon à retenir, bon, je vais faire économiser 70 000 euros peut-être à des gens, parce qu'il y a quand même une leçon derrière, c'est n'investis surtout pas dans quelque chose que tu ne maîtrises absolument pas, ou tu ne connais rien, et voilà quoi. C'est-à-dire, moi, je mets cet argent, on lance le salon, ça marche pas. Comment je peux améliorer ça, tu vois, j'y connais rien en fait en management des équipes. Donc en fait, je regardais le truc qui fonctionnait pas et c'est Hervé, il faudrait remettre 2K. Oh bah ça a du mal à décoller. Je dis allez, c'est bon, on arrête tout ça. Mais le comptable m'avait dit t'inquiète, le matériel a de la valeur, le fonds de commerce a de la valeur. Oui, mais non. En fait, quand ça ne marche pas et que le salon commence à s'endetter, bah en fait, tu fermes tout, tu as perdu 70K. Donc c'est à ce moment-là où je veux faire de l'immobilier en France. Et je me dis, ok, en France, je vais essayer d'acheter de l'immeuble de rapport, parce que les appartements un par-ci, un par-là, on va partir. C'est comme acheter une bouteille de coca, ou acheter, tu vois, directement une palette, tu vois, de coca. Déjà d'une, ça te coûte moins cher à l'unité, et ça va beaucoup plus vite. Une seule opération chez le notaire, bim, 10 apparts, quoi, tu vois. Donc du coup, on veut partir là-dessus, puisqu'on a déjà fait des opérations en Andorre, ça s'est bien passé. Honnêtement, on faisait un peu ça les yeux fermés, on savait pas trop ce qu'on faisait, on faisait beaucoup confiance. C'est ça, quand tu sais pas ce que tu fais, tu te reposes sur les autres. Donc c'est beaucoup reposé sur des personnes, et heureusement c'était des personnes sérieuses, honnêtes et tout. Et on veut faire ça en France, mais à plus grande échelle. Mais du coup, là, on se dit, on va se former suite à l'expérience salon de coiffure. Donc j'achète 2 formations dans l'immobilier, et c'est pour ça que moi, depuis 2017-18, j'ai une très bonne image des formations. Maintenant, je me rends compte, c'est un milieu, il faut faire quand même attention. Mais très bonne image, parce qu'en fait, les formations étaient top. Donc des grands noms qui sont encore, surtout un qui s'est énormément développé, je sais pas si on peut trop le dire, mais aujourd'hui, Vas-y, hein. voilà, c'était Yann Darwin. Donc moi, Ouais. c'était à l'époque où il avait son petit immeuble de rapport à Clermont-Ferrand, tu vois, donc ça date. Maintenant, Green Bull, Dubaï, villa rénovée à des millions. Donc franchement, très content de ça, puis c'est quelqu'un qui a bien évolué. Et alors l'autre personne, c'était Michael Ferrari, peut-être, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, je crois qu'il est un peu moins présent. Mais bref, très content des formations. Résultat, je vais en France et j'arrive un peu à ta fameuse question, Anthony, parce qu'en Andorre, on fait des achats cash. En Andorre, tu vois, on se prend pas la tête, on a les finances. Et puis, on va pas se faire financer à crédit en Andorre, parce qu'ici, c'est des taux variables. Ils aiment pas trop le taux fixe. Donc, nous, on est des newbies total, hein. Je te dis, là, on est des étudiants qui ont fait de l'argent et qui ont de l'argent plus qu'ils devraient en avoir. Et un ami m'avait dit, fais gaffe quand tu as des pépettes et que tu es jeune, parce qu'il y a des requins, tu vois. Et c'est vrai qu'il faut quand même faire gaffe quand tu es un peu naïf, un peu bête presque, parce que t'es pas tout simplement éduqué là-dessus. Et donc, pour la France, on se forme. Et là, on s'encadre. Justement, un très très bon copain, il était témoin à mon mariage, tu vois. Ça deviendra un très bon copain. Donc, pareil, on s'entoure plutôt qu'on s'encadre. On s'entoure de bonnes personnes. Et une personne formidable qui m'aide sur beaucoup de projets, qui est aujourd'hui à la tête d'un réseau national en France, etc. Ça s'appelle le projet locatif. Et en gros, il m'aide là-dedans. Lui, il lance cette activité d'accompagnement. Un passionné d'immobilier qui fait que ça. Sauf qu'au bout d'un moment, lui, il fait vraiment la stratégie à crédit. Mais au bout d'un moment, tu sais, tu as des paliers qui sont durs à passer. Tu sais, quand tu passes le palier du 1 million d'encours sur ta tête, 2 millions, 3 millions, etc. Donc les banques, elles disent on va voir un peu comment ça se passe et peut-être on va continuer ensemble. Tu vois, parce que si le mec il a un pépin, la banque est pas bien, quoi. Donc du coup, il est dans cette phase où il adore l'immobilier, il voit plein de trucs, mais il peut plus faire ça parce que la banque le finance plus. Donc du coup, il se dit je vais faire de l'accompagnement, vu que j'adore ça, que je vois passer plein de bonnes affaires, je vais les recommander à des gens qui veulent investir, et puis je récupère un billet, quoi, tu vois. Et donc il met ça en place. Je suis un de ses premiers clients d'ailleurs. Et c'est comme ça qu'on achètera donc 4 immeubles de rapport en France. Et par rapport à ça, on essaye de faire la stratégie, puisque tout le monde te le dira. Si tu peux t'endetter et donc prendre des crédits, il faut le faire. C'est un effet de levier de dingue, etc. Et nous, avec les finances qu'on avait, on pouvait vraiment emprunter beaucoup. Donc on fait toutes les démarches, on est présenté à des très bons directeurs d'agence. Tout le monde nous dit oui. Et puis au moment de peu de temps avant de signer les compromis, les actes authentiques, eh ben non, tu vois, refus de la banque, mais ça vient pas vraiment de la banque, ça vient d'en haut, quoi. C'est pas trop d'où exactement, mais le directeur même lui disait, je comprends pas ce qui s'est passé, ça vient de là-haut, c'est refusé, quoi, tu vois. Et en fait, nous on avait un peu compris, enfin c'est les sons de cloche qu'on a eu, tu vois, les bruits de couloir, qu'en fait c'était un peu les deux Français qui s'expatrient, qui font de l'argent et qui veulent revenir investir cet argent en France, etc. Machin. En gros, ça a été refusé. Donc, heureusement, on n'avait pas mis de clause, de toute façon, puis on ne l'aurait pas fait jouer, mais de clause de, je ne sais plus comment ça s'appelle, là, obtention de crédit. En gros, si tu l'as pas, tu peux sortir de l'affaire tranquillement. Mais nous, si tu veux, on voulait vraiment investir et on avait les finances. Donc, au final, cash, quoi, les achats. Et c'est une stratégie différente dans le sens où là, on a découvert tout ça. Tu sais, en fait, c'est pas plus mal dans le fond,
parce que je ne vais pas rentrer dans la technique, là on s'éloigne trop du truc, mais en gros, tu crées des comptes courants d'associés, et donc en fait, tu crées une société, tu lui donnes l'argent pour qu'elle achète le bien immobilier, et après cette société, elle t'est Elle te rembourse redevable. avec des intérêts. Voilà. C'est toi qui est la banque en quelque sorte. Ouais. Voilà, deviens ta propre banque, si tu... c'est la solution. Ok. Non, mais voilà. Donc, au final, pas d'achat à crédit. Et bon, moi, je dirais que j'ai jamais fait de crédit de ma vie. Et je trouve ça a un côté un peu anxiogène de savoir, même s'il y a des gens qui n'ont pas le choix pour acheter une voiture, pour acheter une résidence principale ou quoi, mais tu sais, de savoir que tu es redevable à une banque, moi, ça quoi me qu'il se dérange passe, aussi. voilà, ça me fait un peu peur. Donc, au final, je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, on fait ça, quoi. Voilà. Ok, Ok. intéressant. Moi, je retournerais bien sur YouTube. Allez, ouais, carrément. Euh, Est-ce que tu as moyen de nous faire un micro case study comme ça? Je te donne un peu, nous, notre audience, beaucoup de gens qui nous écoutent, font de l'affiliation via le SEO. Donc, ils montent des sites, par exemple, Ok. sur WordPress, ils font des avis produits, des meilleurs, des comparateurs, des trucs comme ça. Et quand les gens prennent, tu connais le fonctionnement de l'affiliation, dès que les gens achètent Mhm. via leur site, ils touchent leur com. Yes. Au fil des années, l'algorithme, comme chez YouTube, ça change. Bah là, sur les résultats de recherche Google, ça change beaucoup. D'accord. Ce qu'on a constaté ces dernières années, c'est que jusqu'à maintenant, tu pouvais faire des sites uniquement pour Google et ça marchait. Et tu Mhm. avais ton trafic qui arrivait depuis Google et les gens achetaient et donc tu étais bien. Et ces dernières années, on se rend compte qu'il y a un peu si tu veux que ton projet tienne dans la durée, un peu une obligation d'avoir du trafic qui provient aussi d'autres endroits. Ok. Et ça peut être les réseaux sociaux, comme ça peut être YouTube, par exemple. Ouais. Là, je prends une thématique au hasard. Si tu n'aimes pas la thématique, tu me diras, je t'en prendrai une autre. Imaginons que quelqu'un lance un site d'affiliation sur tout ce qui est thématique sur les chiens. Tu vois, Mhm. dressage Mhm. canin, nourriture et tout ça. Mhm. Cette personne se dit: «Bon, il me faut du trafic qui vient d'autre part. Je choisis YouTube parce que ça me parle. Tu as un peu ce côté SEO qui revient et tout sur YouTube, ça peut être intéressant». Ça relie un petit peu les 2. Comment, tu lui conseillerais de lancer une chaîne YouTube liée à son site? Est-ce Ok. que ça serait plutôt du tuto? Est-ce que ça serait plutôt, grâce au fair use, de récupérer des trucs par-ci par-là et de faire quelque chose? Ouais, Comment c'est une bonne comment toi tu question. ferais? Alors, bah, en effet, là, dans ce cas précis, YouTube peut même devenir une source d'acquisition. Clairement, si la chaîne se développe bien, ça peut être presque la source numéro un à terme, tu vois, sur un type de projet comme ça. Alors, c'est vrai que justement, dans les chaînes sans visage, on n'a pas trop parlé, mais tu as aussi tout ce qui est, quand tu réponds vraiment à un besoin, à un questionnement, bah, tu as la possibilité de rediriger vers derrière la vente d'un PDF, un e-book ou quoi que ce soit. Et ça fait totalement sens et ça vient vraiment créer une source alternative de revenus autre que la publicité. Donc, super. Donc là, ça peut être en effet de l'affiliation. Bah, tu as plusieurs moyens de faire. Moi, ce que j'explique un peu dans la formation, c'est que pour moi, pour que ce soit un on y va, un go, tu vois, il faut qu'il y ait vraiment 3 critères qui soient validés, d'après moi. Donc le premier critère, c'est d'identifier que ce qu'on va apporter, donc notre offre, la vidéo qui est une offre, comme si tu avais un produit, quoi, qu'il y a vraiment une demande derrière et qu'il y a une demande en ce moment. Donc ça, bien sûr, dans la formation, il y a des moyens de vérifier que quelque chose performe en ce moment. On s'en fiche un peu de voir que ça a fait des vues il y a 1 an, il y a 2 ans. Nous, on veut savoir en fait si actuellement, là, en 2025, bon, je dis ça, si le podcast est vu dans 1 an, il faudra changer, mais en gros, si tout de suite, ça performe ou pas. Parce qu'il n'y a rien de pire que partir dans une niche et de se rendre compte après qu'on a loupé le train et que, voilà, c'est comme si on parlait de Squid Game tout à l'heure, faut pas en parler dans 6 mois, ce sera trop tard. Donc vérifiez ça. Premier point, le potentiel. Deuxième point, est-ce que tu es capable de produire le contenu? Parce que là, tu me donnes plusieurs exemples, tu vois, en effet, c'est une thématique qu'on va pouvoir faire de différentes façons, tu vois, apporter différentes offres, même à un même public. Et du coup, derrière, il faut être capable de produire, tu vois. Donc, si déjà d'une, je veux pas me montrer, si ensuite je suis pas à l'aise, je sais pas, avec une caméra ou autre, que je veux rien filmer non plus, je veux que ce soit tout en post-prod sur un ordinateur, tu vois. Donc, est-ce qu'il y a du potentiel? Est-ce que tu es capable de le faire? Et ensuite, la troisième thématique, mais troisième critère, pardon, mais dans ton critère, ça rentre pas trop, c'est est-ce que ça m'intéresse? Moi, je recommande en effet de faire quelque chose qui t'intéresse un minimum, surtout au début, Mmh. parce que quand c'est ta première chaîne, si tu identifies un truc où il y a du potentiel, tu peux le faire,
mais ça t'intéresse pas, bah tu vas pas tenir sur la durée. Et au début, c'est important de faire un truc qui t'intéresse un minimum, parce que je sais pas, si par exemple, j'ai remarqué, tiens, sur la bourse, oh là, il y a beaucoup de demandes sur la bourse, je vais faire des vidéos sur la bourse, mais j'y connais rien et ça me gonfle, tu vois. Ça va être dur de faire 3 vidéos par semaine sur cette thématique, tu vois. Donc pour moi, c'est un peu les 3 critères, et si c'est validé, si on a vraiment identifié ça et que le marché nous prouve que c'est bon, et bien en fait, let's go, quoi, tu vois. Après, tu peux même des fois avoir le choix, en vérité. Si tu es capable de faire différents types de contenus et que tu as vu que ça fait des vues, ça fait des vues, allons-y. Le but, c'est vraiment de pas réinventer la roue. Moi, en fait, les gens, c'est ça. Souvent, quand ils veulent se lancer sur YouTube, ils se disent, oui, mais j'ai pas d'idée, je sais pas quoi faire. Mais en fait, c'est pas vraiment ça le problème. On s'en fiche. On te demande pas de réinventer, tu vois, le truc. Il faut plutôt que tu sois capable de trouver ce qui marche, et comme je viens d'expliquer, voir si tu peux le faire et si ça t'intéresse. On te demande pas d'avoir vraiment les idées, en fait, tu vois. Les gens imaginent qu'il faut... C'est comme si demain, tu dois faire un smartphone, tu vois, bah, tu repars pas de la feuille blanche. Tu sais qu'aujourd'hui, un smartphone... Alors, bon, je suis d'accord, ça dépend. Si ta touche à toi, c'est l'innovation, bon, ok. Mais si tu veux juste... quand tu vois, tous les smartphones aujourd'hui sont pareils. C'est une dalle, un écran, tactile. Tu vois, c'est pas comme si je te disais, t'oublies ce qui existe et tu repars de zéro, et là, tu vas me sortir un téléphone qui avait... il y a 30 ans, tu sais, un truc à clapper, ou alors un truc avec des touches qui est plus du tout d'actualité. Donc c'est pour ça, repartir de zéro, c'est un peu dangereux. Moi, je dirais, on regarde ce qui fonctionne, et si c'est validé par le marché, on le fait, quoi. Donc, par exemple, il y a déjà 10 vidéos en français sur comment apprendre à ton chien à s'asseoir. Toi, Ouais. si tu as un site de dressage, enfin, je dis dressage canin, mais tu as un site canin en général, tu conseillerais à quelqu'un de faire une petite vidéo tuto sur Ouais, ce même sujet, même s'il y en a déjà c'est 10 qui ça. existent. Ouais, Ok. non, en fait, si justement, plus il y en a qui existent et plus il y en a qui marchent, c'est la preuve qu'il y a vraiment une demande et que peut-être l'offre n'est pas suffisante à la demande. Tu vois, un très bon signal, c'est d'identifier une chaîne qui aurait une vidéo qui a surperformé. Donc, par surperformé, je veux dire, très bon exemple, une chaîne qui a 5000 abonnés, d'accord, petite chaîne, mais qui a une vidéo qui a fait 30 000 vues récemment. Tu vois, donc genre, elle a publié il y a un mois, par exemple, et tu regardes, alors il y a des manières de trouver ce type de contenu, justement, ces vidéos-là, et là, tu dis, attends, la vidéo, la chaîne a 5000 abonnés, mais la vidéo, 30 000, 40 000 vues. Donc, ce ne sont pas les abonnés qui ont fait ce nombre de vues, à moins qu'ils aient tous regardé 4 fois la vidéo, mais c'est bel et bien l'algorithme qui a poussé la vidéo en avant, quoi. Et donc là, c'est le signe que si tu fais un contenu qui apporte de la valeur, qui est à minima au même niveau, pourquoi tu aurais des résultats différents, tu vois. Et c'est comme ça, en fait, qu'on se lance, tu vois. C'est comme ça que sur Fortnite, j'ai monté une très grosse chaîne. Enfin, dès qu'en fait, il y a des thématiques, et que tu vois des personnes qui arrivent à s'imposer en ce moment, c'est que tu peux y aller, c'est que l'algo, c'est les portes sont ouvertes, quoi, en fait, c'est allons-y, quoi, tu vois. Ok. Merci pour ce petit case study, du coup. Écoute, avec plaisir. Est-ce que tu connais, là c'est vraiment pour la petite anecdote, tu connais la chaîne Ego? Le mec qui a vraiment percé de fou avec le Oui, storytelling. oui. Ouais, bah oui, beaucoup de gens en parlent justement. Ouais, je Ouais. connais. Alors, je connais la chaîne comme tout le monde. J'ai pas plus d'infos là-dessus, Ouais, mais mais ouais, c'est très bien juste monté. pour savoir si typiquement, tu vois, cette méta autour du storytelling, c'est quelque chose que tu as dû voir arriver, même si lui, c'est un peu le top du top de ce côté-là, et ses vidéos sont extrêmement travaillées. Et moi, je voulais savoir si dans tes stratégies au global, c'est le genre de chaîne, tu vois, ces chaînes un peu storytelling avec une voix off, Hmm. qui peuvent rentrer, ou si c'est trop complexe. En fait, moi, j'ai du mal à cerner si finalement ton business, c'est se concentrer sur quelque chose de scalable et que tu peux facilement déléguer à quelqu'un qui a pas forcément une voix de fou, Mhm. ou alors si justement il y a beaucoup de travail derrière certaines de tes chaînes. Ok. Bon, déjà, quand on commence à évoquer lama fâchée et des roues de voiture qui écrasent des trucs. Voilà. Ouais, c'est pour ça je me Mais dis après, peut-être comme qu'il y je en a. disais, voilà, on est quand même sur des thématiques où c'est plus qualitatif, il y a plus d'ajout de valeur. Mais Ouais. là, pour le coup, en fait, on n'est pas à ce niveau-là. Parce que lui, ce qu'il Ok. fait, c'est très léché, très Ah, propre. c'est incroyable. Et pour moi, ça va. Alors, pour moi, hein, dans la manière dont je travaille sur YouTube, c'est presque trop. Il n'y a pas besoin d'autant, en vérité. Tu as des thématiques où, si c'est, tu vois, des gens qui ont des douleurs, des trucs comme ça, surtout, je te dis, avec l'IA, c'est une dinguerie. Parce qu'avant, il fallait aller se sourcer chez les concurrents. C'est ça qui était énorme. Il y avait une thématique, bon, bah, je peux en parler aussi. Est-ce que vous aviez vu passer les chaînes du type Data is Beautiful? Je sais pas si ça vous parle. C'est Ah, en est-ce que gros c'est avec les les drapeaux qui graphiques. avançaient, les graphiques, et Alors, ça voilà, grandit exactement, au c'est fil du ça. temps, Voilà, là? c'est ça. Ok. Donc en fait, là, on est sur du contenu où en fait, c'est un peu comme une course de cheval, tu vois, et tu vas voir, il y a
un Go et tu vas voir toutes les statistiques, et en gros, c'est quel est aujourd'hui les top 5 navigateurs ou je sais pas, séries ou ce que tu veux, les plus populaires, tu vois. Et là, tu vois les années qui passent et tu vois qu'à un moment donné, il y avait MSN, il y a plus MSN, il y a Facebook, machin, tu vois, les réseaux sociaux, tout ça. Et donc, en gros, ça, c'était énorme parce qu'on voulait se lancer sur cette thématique et on était en mode, mais où le mec va chercher ses datas, en fait? Parce que, tu sais, t'as tellement de data. Alors, tu as des trucs qui sont faciles à trouver, mais tu as des trucs, des informations, tu les as pas, tu vois. Donc aujourd'hui, tu as ChatGPT, donc voilà, ça change tout. Mais à l'époque, il n'y avait pas de ChatGPT. Et du coup, à un moment donné, les gens cherchent trop, en fait. Des fois, faut pas chercher midi à 14h. Tu vois la vidéo du gars, tu dis, mais où peut-il choper toutes ces statistiques? Et puis, en fait, tu dis, bah, en fait, on s'en fout de où il les chope. Nous, on va les choper chez lui. Donc là, tu fais pause sur la vidéo et tu notes, en fait, et tu notes, et tu notes, et tu notes, et tu peux reproduire la même vidéo, parce que l'outil qu'il utilisait, ça, je l'explique dans la formation, justement, comment faire exactement les mêmes vidéos, parce qu'on l'a fait, et du coup, j'ai exactement le même outil que lui, tout pareil. La seule info qui nous manquait pour nous lancer, c'était, mais où va-t-il choper ses stats? Au final, on n'a jamais eu la réponse, parce que nous, on les a chopés chez lui, tu vois. Et il n'y a pas de souci avec ça, tu vois. Et donc, c'est ça, des fois, les gens réfléchissent trop, vont chercher trop loin, et bon voilà, l'IA a répondu quand même en partie à ce problème sur beaucoup de thématiques, mais si tu réponds, comme je disais, les gens qui ont des douleurs, c'est une très très bonne niche, et t'as pas besoin, je veux dire, les gens qui ont des douleurs, logiquement, ils ont pas 15 ans, tu vois. Donc eux, c'est pas la génération TikTok, et ils ont pas besoin d'un montage hyper léché, hyper... Le mec a mal au dos, il veut savoir comment puis avoir mal au dos. Le mec qui ronfle, il veut savoir plus comment... Tu vois. Donc en fait, il faut juste une réponse, il faut être pragmatique, un montage simple, clair, et justement, c'est même encore plus facile que de devoir faire des shorts qui pètent dans tous les sens, parce que c'est la course à l'attention maintenant. Tu sais, là, on a vu les jeunes, ils ont un taux... Enfin, c'est impressionnant. Hein. Ton short, si au bout d'1 seconde et demie, le mec n'a pas matché, il glisse direct, il passe à autre chose, quoi, tu vois. Il faut vraiment que ça matche très vite. Alors du coup, le fait de targeter la génération un peu plus ancienne même que nous, bah, c'est pas mauvais dans le sens où eux, ça va, ils savent se poser, ils savent écouter 5 minutes sans, tu vois, Pour divaguer. l'instant, ça va peut-être changer encore. Parce Ah bah oui, il suffit c'est vrai. qu'ils installent TikTok et puis 6 mois après, c'est fini. Ah, ça, tu peux plus avoir une conversation. Eh oh, je te parle. Et Mais, d'ailleurs, j'ai une question par rapport au format short parce que c'est un débat qu'on a avec Franck et Anto. Par exemple, sur le podcast, on décide de manière réfléchie de ne pas shorter le podcast pour éviter de diluer notre chaîne, de diluer nos potentiels vues, enfin de détériorer en gros la qualité de notre audience. Est-ce que selon toi... Si on le faisait, on le ferait sur une chaîne genre qui s'appelle Wizard Podcast dédié. Short. Ouais, voilà. Ok. Alors moi, mon avis là-dessus, mais c'est marrant parce que, tu sais, moi par exemple, il y a des créateurs, tu sais, ça se trouve vous êtes de cet avis-là peut-être. Le dollar jaune, je fais le parallèle avec ça et juste après je réponds. Le dollar jaune égale ma vidéo n'est plus mise en avant. Donc dollar jaune, pour ceux qui ne savent pas, c'est vidéo démonétisée. Ma vidéo n'est plus mise en avant. L'algorithme me shadowban et patati patata. Bon, moi aujourd'hui je peux pas avoir ce discours parce que j'ai une vidéo dollar jaune, elle a été instant dollar jaune et elle a fait 50 millions de vues, tu vois. Donc c'est vrai qu'après avoir vu à répétition des scénarios comme ça, je peux pas dire dollar jaune égale ta vidéo elle va bider, tu vois. Ouais. Et donc tout ça pour dire, sur les shorts, moi comment je vois la chose, tu as 3 types de contenu, tu as short, vidéo et stream en gros, tu vois. C'est un peu les 3 types de contenus de la plateforme, et tu as vraiment des algos différents qui tournent sur chacun de ces 3 contenus, ce qui fait que tu peux te retrouver avec une chaîne qui va performer sur les vidéos longues, on va appeler ça les vidéos longues, et pas sur les shorts. Vice versa, tu peux avoir une chaîne qui va très bien performer sur les shorts. Tu dis, oh super, maintenant que j'ai beaucoup d'audience, je balance une vidéo, et ça marche pas du tout, parce qu'en plus de ça, ceux qui consomment du contenu short ne sont pas forcément intéressés par le contenu long, c'est une autre manière de consommer, tout ça. Et pareil sur les streams. Donc en fait, votre stratégie de créer une autre chaîne, moi j'ai envie de dire, ça dépend du pourquoi en fait. Par exemple, moi, tu vois, sur la chaîne que j'ai lancée il y a 1 an, là, qui a 15 000 abonnés, où je parle de mon activité. Qui est dans la description d'ailleurs de ce podcast. N'hésitez pas, mais attendez la fin du podcast. Et bien du coup, tu vois, j'ai fait le choix de mettre très peu de shorts. En fait, il y en a même 2. J'en ai fait un sur Cristiano Ronaldo, ça a fait genre 60 000 vues quand il a eu son trophée là sur YouTube. Mais là, je vais refaire des shorts. Mais voilà, la question c'est pourquoi. Pourquoi ? En fait, tout simplement pour faire grossir cette chaîne en termes d'abonnés. Après, je sais, et je viens de le dire, je suis conscient que les gens qui vont s'abonner seront pas forcément intéressés par les vidéos longues. Mais du coup, pourquoi je le fais ? Pour faire grossir, on va dire, la base d'abonnés, tout simplement. Le social proof, voilà, genre exactement. Une chaîne à X milliers de... Voilà, parce qu'on va dire, dans cette thématique où tu parles du make money,
15 000 abonnés en un an sur le marché français, c'est plutôt bien. Mais forcément, quand j'ai lancé la chaîne au début, parce qu'encore une fois, avant, je parlais pas de mon activité, donc j'avais pas besoin d'avoir une chaîne qui en parle. Mais alors, je le voyais, mais gros comme un camion, tu sais, je lance ça, et du coup, hey, je t'explique ce que je fais sur YouTube, machin truc, et genre, bah, t'as 20 abonnés. Mais bon, c'est normal, t'es obligé d'en passer par là, t'es obligé, en fait. Tu crées une chaîne, à un moment donné, elle a 20 Surtout que tu abonnés. peux plus cacher. Avant, tu pouvais cacher C'est vrai, maintenant, c'est devenu le public. nombre d'abonnés. Ouais. Donc voilà, si tu veux, moi je vais le faire. Je vais pas créer une chaîne Hervé Short parce qu'en fait, je me dis, ça va être dommage, ça va splitter ma base d'abonnés. Si Hervé Short, ça explose, bah super, il y aura 20, 30, 50 000 abonnés là-bas, mais moi je préfère qu'ils soient sur ma chaîne officielle, tu vois. Donc moi je le fais comme ça. Et ça va pas venir, pour moi en tout cas de l'expérience que j'ai, ça va pas venir défoncer le référencement de mes vidéos normales. Ça peut très bien coexister. Après, voilà, faut juste être conscient de pourquoi tu le fais, quoi. Moi, j'avais peur, en fait, imaginons qu'on fait sur la Wizard Podcast les shorts, que du coup, tu as des gens qui voient passer des shorts et tout ça, et puis il suffit qu'ils soient un peu aguicheurs et ils s'abonnent, Ouais. et qu'après, dans leur fil YouTube normal, donc c'est des Je vois ce gens que tu qui veux dire. consomment du short. Ils voient le truc, ils se disent, ah tiens, ils ont fait un podcast. Le podcast dure 2 heures, ils cliquent, ils regardent 2 minutes, et puis vu que c'est des gens qui ont un temps d'attention éclaté, ils Ouais. se disent, ouais, bah en fait c'est trop long, et ils partent. Et du coup, qu'est-ce que ça dit de mon point, enfin tu vois, À mais tu l'algo, sais voilà, mieux, mais l'algo contenu il pas va se dire pertinent. Mais moi, j'ai le même contenu, pensé que ouais, tu allais c'est ça. dire qu'ils allaient même pas cliquer, tu vois. Donc j'ai presque pré-shot le truc en mode, ils Ouais, consomment du short, ça ils voient serait un encore podcast pire, de je 2 heures, pense, non? ils cliquent pas. Bah, dans les deux cas, c'est pas bon parce que s'ils Ouais. cliquent pas, ils diminuent ton taux de clic. Donc YouTube se dit la miniature est pas bonne. Et s'ils cliquent et regardent pas, YouTube se dit c'est pas la miniature qui est pas bonne, c'est le contenu qui est pas pertinent. Donc en effet, je suis d'accord avec toi. Néanmoins, encore une fois, quelqu'un qui consomme du short, bah, il va démarrer YouTube, il va aller sur le premier short qu'il voit, il va cliquer, il va juste glisser après, tu vois, il va pas forcément faire la démarche d'aller se balader dans son fil d'actu, etc., quoi. Donc, ça me tue d'imaginer le truc. Tu sais. Le mec c'est derrière marrant, n'en hein. sort plus jamais. Et voilà, c'est ça, mais c'est... Dis-toi, moi, TikTok, j'utilise pas. Moi, où j'ai déjà eu ce phénomène, mais je sais pas, vous aussi sûrement, c'est les réels Insta. Mais pareil, ça m'arrive très rarement. Je dois avoir une rechute une fois tous les 3 mois, je sais pas pourquoi. Il y a une soirée où je suis peut-être tout seul, j'ai pris de l'avance sur tout, je suis tranquille, je sais pas quoi faire. Je lance les réels, donc c'est l'équivalent des TikTok et des shorts, hein. Voilà. Et t'es là. Et tu sors de là, tu fais, waouh, ça fait déjà 1 heure, t'as rien appris, t'as rien retenu de ce que t'as vu, et tu te sens pas bien, et c'est affreux. Cette sensation, c'est affreux. C'est horrible. Mais c'est très puissant. Hein. On a bah, tous c'est- fait l'expérience, je pense. Punaise, ouais. C'est trop fort, mais ouais, ça te bouffe Ouais. le cerveau, hein, c'est impressionnant. Je parlais au tout début, Hervé, de Oui. tes trophées derrière. Oui. Pour tous ceux qui se rendent pas compte, c'est quand même assez impressionnant d'avoir autant de trophées. Là, tu nous le disais en off, mais toi, tu as Ouais. des trophées à 1 million, des trophées à 100 000. Et j'expliquais que là, il n'y en a pas beaucoup en soi. Parce que T'en as dans ma plus- formation, t'en as ouais, plus ailleurs. j'avais fait des photos, des Attends. vidéos. En fait, pour tout te dire, ces trophées, au fur et à mesure que je les recevais, je les mettais à la cave. Tu vois. Parce que, non, mais c'est vrai, t'en as un avec ton nom, puis après, voilà, quoi, tu vas pas tout sortir. Et du coup, au moment de la formation, là, c'est vraiment le moment où je vais à la cave, je fais des allers-retours et je sors tous des cartons. Donc, ils étaient encore neufs, tu vois. Il y en a, je les ai jamais sortis du plastique, etc. Et je les ai tous sortis. Et là, je me suis dit, bah, on va flex un peu, tu vas faire des photos, des vidéos, machin. Et c'est vrai que quand tu as tout le tas devant toi, tu te dis, ah, c'est quand même pas mal, en fait, tu vois. Ouais, c'est Donc ouf. là, il y a juste un petit aperçu, les anciens, les nouveaux en bas. C'est quoi celui avec le diamant en bas qui est Alors, en bas, là le diamant en bas, c'est celui des 10 millions d'abonnés, celui-là. Ouais. Ouais, c'est Voilà. propre. Mais j'expliquais, ça peut aller très vite, notamment maintenant avec les shorts qui Oui, faussent c'est tout. vrai. Faudra que je vous l'envoie, cette petite chaîne là qui a fait 13 millions en 2 mois. En fait, c'est ça. Alors ça, je trouve ça un peu dommage. Ça vient casser un peu le prestige, tu vois, parce que quand tu as des créateurs qui ont mis 5, 7 ans, et parfois même, il y en a qui n'ont toujours pas, le million d'abonnés ou autre, tu vois, et que maintenant, ils peuvent speedrun le truc à fond avec les shorts. Je sais pas, YouTube aurait dû faire des trophées différents pour si c'est issu d'une chaîne short ou, tu vois, mais bon. Des trophées en carton pour ceux qui font des shorts. Voilà, une image, un NFT, un JPEG. Et du coup, moi, c'est ce que je disais au début de ce podcast, mais je disais, j'ai découvert un peu ce truc-là avec un mec qui posait sur Twitter avec un bon paquet de trophées, comme les tiens, mais en fait, c'était les tiens. Ils se ressemblent pas mal. Et derrière, j'ai vu toute l'histoire. Alors,
l'objectif c'est pas d'y passer 10 Ouais. plombes, mais à la Non, mais c'est limite, si tu intéressant veux. et ça peut servir une fois de plus, comme le salon de coiffure, ça peut, je pense, servir d'expérience peut-être à chacun. Ouais. C'est-à-dire, moi, je suis quelqu'un, alors forcément, je sais que des gens sont mauvais, etc., tu vois, mais de base, je me dis, les opportunités, faut aussi savoir les créer, tu vois, et quand tu vois, comme là, tu vois, par exemple, vous me proposez de passer sur le podcast, bah, bien sûr que j'accepte, parce que je sais bien que si je me laisse pas la chance de réussir, je vais pas réussir dans les différents trucs, tu vois. Donc après, tu es obligé d'arbitrer, de prendre des décisions. Mais pour te dire, aujourd'hui, je sors la voiture. S'il y a des touristes ou même des personnes d'Andorre qui me disent ouais, sympa la voiture, si j'ai un peu de temps, je leur dis ah, bah, tu veux regarder, tu veux monter dedans. Enfin, et selon, on va dire, mon humeur du jour, des fois, je les dis tu veux la démarrer, tu veux accélérer. Enfin, voilà, je suis un peu comme ça de nature, tu vois. Je vais pas jusqu'à dire tu veux faire un tour, tu me ramènes. Non, mais voilà, en fait, je pars du principe, si tu as accès à ça, dis-toi qu'il y a des gens qui sont plus passionnés par ces voitures-là et qui, c'est lors de la discussion sur le parking que je me rends compte que le mec, il connaît limite mieux la voiture que moi, tu vois. Donc je me dis, c'est super, moi, ça me coûte 2-3 minutes, 5 minutes, et lui, il est très content, j'ai refait sa journée, et peut-être même je l'ai inspiré à faire des choses, tu sais pas. Donc, Shems, on peut en parler rapidos. En gros, c'est un mec que je rencontre en 2017 lorsque je suis justement dans la niche Fortnite. Je l'ai dit tout à l'heure, j'avais lancé des chaînes dans cette thématique. Vraiment, c'était dingue. Hein. Bah, on va dire le top YouTube FR aujourd'hui, ils se sont bâtis sur cette Ouais. thématique. Donc, comme quoi, une bonne thématique, ça peut faire des grandes choses. J'attends de voir GTA 6, là, ça va être juste fou. Et donc, moi, j'avais une chaîne très bien développée là-dessus. Et Shems aussi avait une chaîne là-dessus, ce qui fait qu'on était rentrés en contact. On était, on peut dire concurrents, tu vois, mais dans le sens où on cherche chacun notre chaîne. Et puis, comme je te dis, vu que je suis un peu ouvert, bah voilà, on avait un petit peu les retours des différents concurrents. Et en gros, on échange avec lui, très bien. La hype se calme. À un moment donné, je passe à autre chose aussi. Je repars dans des chaînes vraiment plus divertissement, comme on disait tout à l'heure, tu réponds à des problématiques, tout ça. Et avec Shems, on est en contact. Donc tout ça, c'est 2018-2019, tu vois. Et du coup, février 2021, je me rappelle des dates, j'achète la i8. Donc la i8, ceux qui ne voient pas ce que c'est, BMW, avec les portières qui se lèvent. C'est assez iconique en fait, sur une BM, il n'y en a pas beaucoup, c'est la seule en fait. Et donc je m'achète cette voiture-là, et puis avec Shems, on est en contact, tu vois, on n'est pas des super potes, des fois pendant 5 mois on se parle pas, mais on s'envoie un message. Et vu que il n'y avait rien avec lui, il n'y avait aucun problème, et bien si tu veux, en septembre 2021, on me dit hey, je suis de passage en Andorre, on se voit. J'ai dit vas-y, avec plaisir, tu vois. Et du coup, on se voit, on discute, il passe même à la maison, donc mon ancien appart, j'ai déménagé, mais voilà, il passe, on discute, tout ça. On boit un café, et puis il me dit waouh, on peut prendre des photos sympas. Et là, tu vas voir Arthur arriver le truc. Donc je lui dis bah vas-y, carrément et tout. Lui, il avait une petite Mercedes, tu vois, et donc on fait des photos. Et du coup, il me dit putain, tu as beaucoup de trophées, toi, et tout, avec tout ce que tu fais. Vas-y, viens, on fait des photos avec les trophées. Et si tu veux, moi, les trophées, ils étaient à ce moment-là aussi à la cave, tu vois. Donc je me disais, bon, en plus, il est plus jeune que moi. Donc je me dis, bah, ça peut être cool, tu vois, de faire des photos, tout ça. On va faire des photos où on va se la péter un peu, tu vois. Et donc, le lendemain, on se retrouve, on met les coffrets dans le coffre et on part dans la montagne, on Andorre, faire des photos. Et tu vois, dis-toi que les photos que tu as vues de Shems avec les trophées, c'est moi qui les ai prises, ces photos, quand même, tu vois. Ah, c'est ouf. Et donc, on fait des photos, mais jusque-là, j'ai même pas idée que les photos seraient postées quelque part. Alors, il y en a, ils vont me dire, t'es débile, mais en fait, c'est comme encore aujourd'hui, tu vois, quand il y a un gamin qui est là avec son père ou même tout seul, tu vois, il dit, oh, tu peux me prendre une photo devant la Lambo. Je dis, bah oui, avec plaisir, donne-moi ton téléphone. Je m'attends pas à ce qu'ils disent, voici ma Huracan, tu vois. Enfin, c'est assez lunaire. Et du coup, en plus de ça, le temps passe. Donc là, on est en septembre. Et c'est du coup, je crois, début ou fin du coup d'année, donc 3-4 mois plus tard, il sort une photo sur son Insta, et là il dit quoi? Il dit j'ai 10 millions d'abonnés sur YouTube. Et là, il y a lui, l'AI8 avec les portières levées, donc photo sympa, et tous les trophées, tu vois. Et il dit j'ai 10 millions sur Instagram. Alors je vois la photo, au début, je me dis, il est culotté, tu vois. Je me dis, ah ouais, quand même, tu vois. Mais je me dis, c'est la nouvelle génération, il veut flex un petit peu. Franchement, je dis rien, tu vois, je dis rien du tout, je laisse passer. Sauf que là, du coup, on est, je te dis, décembre-janvier. Sauf que en juin, donc cette fois-ci 2022, là, c'est différent. Là, c'est j'ai réussi sur YouTube, YouTube Automation, et je t'explique comment faire, achète ma formation.
ouf. Et là, je me dis, ah ouais, là, c'est un peu chaud parce que du coup, tout est faux, en fait. Et puis derrière, il va arnaquer des gens, en fait, tu vois. Enfin, toute la base n'est pas saine, quoi. Et en plus de ça, moi, je ne connais pas trop les formations non plus, même si j'en ai acheté 2 en 2017 sur l'immobilier. Je me dis, bon, personne doit acheter son truc. Tu vois, c'est ça la formation, c'est qu'on n'a pas trop de moyens de savoir à quel niveau ça marche aussi, tu vois, de l'extérieur. Donc je me dis, non, mais personne n'achète son truc, tu vois. Puis je commence à voir des avis sur Twitter, des trucs, et je parle avec lui, parce qu'en soi, il y a eu 0 clash, on n'est pas en mauvais termes. Donc je lui dis, ah, j'ai vu un peu ce que tu fais, ça marche bien et tout. Et là, il me dit, ouais, mec, ça marche, il y a du potentiel et tout. Je dis, mais ouais, mais c'est un peu borderline quand même et tout. Et après, je suis pas là pour le dénigrer, quoi que ce soit, donc c'est très borderline, il m'explique, tu vois. Et à un moment donné, je réfléchis, et je me dis, putain, surtout aux États-Unis, il y a beaucoup de mecs qui commencent à parler de ce business que moi je fais pour le coup. C'est bon, c'est mes résultats là que tu montes, tu vois, voiture, trophée, tout ça. Et donc, quand même, sur la fin d'année 2022, je m'achète la Lambo. Mais là, c'est énorme l'histoire. Je m'achète la Lambo. Il y a des gens qui vont, je pense, se dire, Hervé, il manque une case peut-être. Donc, je reviens vers Shems et je lui dis, bon, écoute, j'ai analysé un peu le marché américain, tout ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce que je fais, c'est plus secret. Et donc, toi, t'en parles déjà. Bon, ce que tu fais, c'est pas éthique, c'est mal fait et tout. Mais quand même, je vois qu'il a mis en place un Telegram, que ça se développe et tout. Et je lui dis, je te propose qu'on s'associe. Sauf que là, on fait un truc carré, quoi. Tu vois, déjà, ça va légitimer l'histoire parce qu'on va clarifier tout ça, on va expliquer que c'est à moi, machin truc. Et puis, du coup, on va faire une vraie formation. On va vraiment accompagner les gens, clairement, quoi. Et là, il me dit, vas-y, ça marche, on fait ça, let's go. Je dis, bon, c'est pas mal, parce que lui, il avait amorcé le projet, tu vois. Moi, je me disais, déjà d'une, je voulais pas me montrer encore une fois, tu vois. Je voulais rester un peu en retrait. Quand ça fait 12 ans que tu te montres pas, t'as pas trop envie de débarquer et de te montrer. Là, ce que je fais aujourd'hui, ça va, j'ai pris un but d'habitude en 1 an, mais au début, j'ai dû faire un énorme effort pour justement me montrer, tu vois. Et donc, il me dit, vas-y, c'est parti. Et je lui dis, tu sais quoi, ça tombe bien, je viens d'acheter une Lambo en plus, donc vas-y, viens en Andorre, on fait le point. Donc il revient en Andorre, et puis là, forcément, j'ai la Lambo. Donc moi, je l'ai achetée, elle était grise à la base, la Lambo. Ça repart dans la montagne avec les trophées. Rebelote. En plus, il est venu avec un pote à lui, on refait des photos, tu vois. Donc le mec, il se fait pas avoir une fois, mais 2 fois, parce que on refait des photos, machin truc. Et puis en plus, lui, il a pas le même discours que moi. Tu vois, moi, j'ai un discours beaucoup plus posé, etc. D'ailleurs, je le vois dans la formation, c'est des gens quand même qui sont... J'ai pas trop des jeunes qui sont curieux, tu vois. J'ai plus des gens qui sont vraiment posés, parfois même qui sont fonctionnaires, etc. Tu vois, c'est un peu ça, mon avatar client. Bref, et du coup, on fait un peu à sa manière. Donc, on est dans la montagne, on fait des photos, des machins. Et puis, il repart. Et là, le message qui me dit « Ouais, en fait, tu sais quoi, j'ai réfléchi, laisse tomber la collab, ça va pas le faire. » Je dis, ah, bon, tant pis, c'est pas grave, tu vois. Moi, je te dis, il y a plein de trucs que je fais à côté, des fois qui ne fonctionnent pas, et ça fait partie de ça. Sauf que, du coup, il utilise les photos, les nouvelles aussi, tu vois. Et là, je lui dis, franchement, je lui dis, non, là, tu vois, par contre, j'ai rien dit pour les premières photos, mais en fait, ça devient embêtant, sachant que moi, j'ai des gens qui me contactent aussi, qui me disent, ah, mais c'est tes voitures, et tout. Je dis, vas-y, tu sais quoi, arrête d'utiliser les photos, s'il te plaît, on en reste là. Sauf qu'en fait, au début, il supprime, il a quand même supprimé beaucoup, et en fait, depuis, il supprime rien du tout. Donc, c'est-à-dire, les photos que vous voyez, c'est des photos qui datent de 2021, de 2022, parce que la voiture, moi, peu de temps après, je fais un covering, comme j'ai dit, je la modifie complètement. Donc elle est verte aujourd'hui, la Lambo, tout ça. Donc lui, il ressort des photos d'il y a 2 ans, quand elle était grise, etc. Et en fait, c'est devenu un peu son fond de commerce. Et en effet, il y a 3 mois, quelque chose comme ça, 2-3 mois, ça a pété un peu sur Twitter, parce que je pense qu'il commence à taper sur le système de pas mal de personnes qui, eux, essayent de faire bien. Et dis-toi qu'aujourd'hui, moi, du coup, on m'a mis dans un Telegram avec tous les mecs qui se sont fait scammer par ce gars-là, quoi. Je suis dans le Telegram, je suis là et je vois tout ça, etc. Donc les mecs font toute une enquête, ils ont son vrai nom, ils ont son ancienne adresse, ils sont un peu énervés, tu m'étonnes. Et le gars continue, il continue. C'est dommage, mais bon, qu'est-ce que tu veux faire? Et tu sais, il y en a qui me disent « Ah non, mais à ta place, ouais, mais t'es trop gentil, moi j'aurais jamais laissé faire ça. » Et oui, mais tu fais quoi en fait? Quand t'es face à quelqu'un qui s'en fout totalement, qu'est-ce que tu fais en vérité, tu vois? Tu fais quoi? C'est comme demain, tu vois, je commence à mettre ta tête, Arthur, Anthony ou Franck, tu vois, sur mon site, là, je mets vos têtes. Bon, vous allez dire, vas-y, on va prendre la voie juridique, on va envoyer une mise en demeure. Sauf que je réponds pas, en fait, je m'en fous de tout, je m'en cogne complètement, quoi, tu vois. Là, c'est pas facile, tu vois. Je sais Donc, pas du dans coup, quel voilà. pays il est, mais s'il est genre à Dubaï et tout, en plus, vas-y, va le chercher là-bas. Hein. Non, mais quand tu vois ce qui se passe à Dubaï, là, avec tous les influx voleurs ou trading, formation, machin, ça, ouais. que eux, il se passe rien, alors que ça passe quand même sur M6, sur M6, ça parle de eux.
il se passe nada. Là, Guy utilise mes photos, si tu veux. Donc, je me dis aujourd'hui, c'est pour ça, quand les gens me parlent, j'incite, et même là, votre audience, tu vois, à être curieux, à se renseigner, à pas foncer tête baissée parce qu'on a vu 2-3 screenshots sympas. Faut quand même prendre un petit temps, analyser, voir si tout semble cohérent, etc. Mais tu vois, mais de toute façon, je pense que alors ça te dessert, je pense, d'un côté, mais d'un autre côté, ça se trouve, ça sert ta cause aussi, dans le sens Mhm. où lui, son avatar client, c'est, les low IQ qui veulent des résultats Oui, rapides en 5 minutes et tout ça, et dans ce tas-là de gens qui peut-être vont se faire scammer par lui, peut-être qu'il y en a qui étaient un peu plus intelligents, qui vont continuer à chercher le truc. Je cherche, le petit truc non, bien positif dans sûr. l'histoire, hein, et qui Mhm. vont tomber sur ta chaîne et en effet, Oh, ça filtre toi aussi, t'as pas les macaques c comme ça. ouais, c'est ça, exactement. Tu pas tous les Mhm. débiles et toi, tu as les gens un peu plus intelligents et toi, nous, je le vois, nous, dans notre monde de la formation, du make money, affiliation, tout ça, c'est pareil. Tu as toute une partie vraiment où c'est, en mode truc, un peu scammy et tout ça, qui Mhm. attire une partie de la population et nous, nos élèves, la plupart, en fait, c'est, comme tu l'as dit, ça peut être des gens qui ont déjà des jobs, qui veulent un side business, qui sont prêts à bosser, qui ont compris Bien que sûr. c'était de la reward différée, que, tu travaillais aujourd'hui et que les résultats, tu les aurais dans 6 mois ou 1 an, mais que ça Mhm. fait partie du process Ouais, mais je suis et voilà. totalement de ton avis. Et puis à un moment donné, il y a des choses, ça fait partie de ton pouvoir d'exécution. Tu peux influer certaines choses, enfin influencer certaines choses, et il y a d'autres choses, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc tu vois, à un moment Ouais. donné, je vais pas être en contradiction avec ça, c'est un fait, je passe à autre chose, et voilà, quoi, je peux rien y faire en vérité. Donc je Mmh. compose avec, et puis comme tu dis, il y a sûrement derrière des retombées positives. D'ailleurs, comme je l'ai dit, je suis en contact avec des personnes qui avaient été dans la formation de Shems, qui sont maintenant dans la mienne, et du coup, on a un bon échange, tout se passe bien. Donc, non, puis au moins les gens voient la différence. Donc, voilà. Mais on peut rien y faire. Et je pense qu'en effet, ça peut être un peu frustrant pour d'autres personnes qui sont même dans d'autres thématiques que vous et moi, tu vois, mais qui essayent de faire les choses bien. Et puis là, tu as quelqu'un juste parce qu'il a de l'influence, parce qu'il est suivi par un grand nombre d'abonnés, quoi, qui va arriver et qui va tout saccager, tu vois. Mais bon, Ouais. c'est comme ça. Il va dire, oh, je fais ça moi aussi, regardez, alors qu'en vrai. Et du coup, les gens vont acheter, vont être déçus. Et puis derrière, c'est comme on disait tout à l'heure, tu sais, sur le parking, la personne qui te dit, oui, mais avec cet argent-là, achète un appart. Oui, elle a raison. Et c'est pareil pour la formation. Je pense, tu as des gens qui sont, on va dire, au niveau 0, qui te disent, oh, une formation, oh, ça peut être que forcément bien, tu vois. En plus, le mec m'a montré une capture d'écran, donc j'achète. Tu vois, ça c'est niveau 0. Niveau 1, t'as le mec, du coup, qui a déjà eu une mauvaise expérience. Donc lui, il a retenu formation égale arnaque. N'achetez pas des formations, c'est de l'arnaque. Et après, tu as le niveau 3. Tu sais, niveau 3, lui, il sait qu'il y a du bon et du mauvais, tu vois. Et en fait, chacun à leur niveau, en vérité, ils ont pas tort. Tu vois, le mec qui sort d'une arnaque, c'est difficile de lui faire entendre ah non, mais c'est très bien, il y a plein de bonnes choses, tout ça, quoi. Et puis la fameuse phrase aussi du si ça marche, pourquoi tu expliques. Mais même moi, avant, j'avais un peu cette vision aussi, tu vois. Mais Si nous ça aussi, hein. marche, pourquoi tu expliques. Enfin, je Et en vérité, donc c'est plus logique pour toi que ce soit des gens qui font même pas ce business, qui l'expliquent, ou si ça marche, ça dépend. Tu vois, c'est comme dans l'immobilier. Les mecs t'expliquent des grands principes. Ils t'expliquent comment trouver un immeuble qui a un bon rendement. Lors de l'achat, tu fais attention à ci, tu fais attention à ça. La fiscalité, elle est comme ça. Par contre, ce que le mec va pas te dire, c'est dans quelle ville, lui, il a acheté tous ses biens. Tu vois, parce que si tu viens le concurrencer, s'il vend une formation, YouTube et vous et moi, c'est la même chose, quoi. Tu vois, on explique les grands principes, comment faire, mais on va pas forcément dire les niches précises où l'on est, tu vois. Donc voilà. Ouais. Moi, j'ai encore plein de questions ouais, et mais en pareil. parlant de frustration, je suis frustré parce que là, je vois qu'on arrive aux 2 heures de podcast et la réalité, c'est qu'on va pas Ok, déjà, pouvoir ouais. déborder trop. Moi, ce que je propose, enfin, moi, j'ai passé un super moment. Je sais pas, j'imagine Oh, que vous aussi, Franck et Anto, et j'espère que toi aussi, Hervé. ouais, très bien. Si jamais dans les commentaires vous avez aussi passé un bon moment, n'hésitez pas à nous le dire. Et à la limite, on replanifiera un petit podcast ensemble, Hervé, pour continuer de discuter de tout ça, parce que Écoute, avec plaisir, hein. moi, je suis frustré, j'avais plein de trucs et on n'a pas pu C'est tout passé voir, mais trop vite. voilà, Bon. c'est passé trop vite. Je sais pas si peut-être il y a un petit truc pour clôturer, Une Franck ou petite dernière Anto. chacun, Ouais, toute petite. allez, Allez. vas-y. Eh ben, est-ce que tu as vu une hausse des CPM avec l'arrivée des Pmax en 2020, 2022? Alors, le CPM,
Oui, il a fait que monter, mais en fait, si tu veux, c'est toujours qui en profite, tu vois, parce que ça m'est arrivé fin d'année, Q4, ça Hmm. paye mieux, etc., plus de pubs. Et en fait, ça m'est arrivé en fin d'année de faire moins que, par exemple, sur un mois de juin, tout simplement parce que oui, Ok, le c'est pas CPM, trop le corrélé. RPM est plus haut, mais moi, je fais moins de vues, tu vois. Donc, mécaniquement, donc en vérité, ça dépend vraiment si tu es exposé à cette thématique. Et aujourd'hui, c'est pas la data, vu que c'est, comme on disait, on va essayer de se concentrer sur les choses sur lesquelles on a un impact. En vérité, le RPM, le CPM, je choisis la Ouais, c'est sûr, thématique. c'est Mais vrai, c'est vrai. Et après, vu que AdWords, enfin Google Ads, ils push le PMax maintenant, qui crée automatiquement les vidéos sur YouTube et tout, tu vois, je me suis dit, ça peut peut-être amener tellement de monde. Enfin, et t'as mhm. plein d'acteurs qui faisaient pas spécialement de vidéos, qui sont maintenant en pré-roll et tout, tu vois. Ouais, Donc, c'est vrai. Mais je pense en effet que tu as plus d'annonceurs, mais après, pareil, publicité ciblée. Et moi, mine de rien, mm, là, c'est peut-être bon pour une audience qui est en France, enfin, une audience, du coup, les annonceurs qui vont être en France ou autre. Mais je veux dire, moi, je suis quand même très diversifié, tu vois. Donc, il y a plein de mm, pays où j'ai un revenu pour 1000 qui va être parfois faible, mais du coup, je vais aller chercher mm. beaucoup de vues, ou à l'inverse. Franchement, pas game changer, en tout cas, niveau Ok. créateur, pas non plus dingue, quoi. Franck. Allez, Je prends fais ma le tour liste, de j'essaye. table. Oh non, mais tu sais que j'ai plein de questions, faut que je choisisse la meilleure. Mais Ok, on va faut arbitrer, dire, arbitrer. là, j'arbitre au max, hein. C'est quoi les critères principaux et indispensables que tu surveilles pour que une vidéo performe? Donc ça peut être, je sais pas moi, le titre qui doit être Ouais. putaclic, la miniature. Ok, bon alors Je, déjà, le tu peux en titre pour donner. moi, surtout sur une chaîne qui démarre, tu vois, si demain tu as un mec qui a 1 million d'abonnés qui sort une vidéo, forcément, c'est pas la même manière de faire. Je veux dire, il peut appeler sa vidéo coucou avec un écran noir, pas de miniature, elle va faire un minimum de vues parce que la chaîne a de l'autorité, donc sitôt que c'est publié, du coup, l'algo, hop, ramasse la vidéo, la recommande, et tu as toute la fanbase qui vient avec la notification, etc. Maintenant, si toi tu te lances, si tu fais ça, la vidéo, ça sera 0 vue, tu vois, et peut-être pour toujours, tu vois. Donc au début, le référencement, c'est le titre. Le titre, c'est vraiment pour moi 95% du référencement sur une vidéo qui se lance sur une chaîne qui débute, tu vois. Vraiment le titre, le titre, le titre. Après, oui, description, oui, tag, mais le titre. Et ensuite, on va regarder surtout taux de clic sur ta miniature. Donc, comparer ce qui est comparable, c'est-à-dire, faut vraiment faire ça niche par niche. Tu as vraiment des niches où le CTR est plus faible. En fait, plus tu vas chercher, comment dire, une niche où les personnes sont éveillées, tu vois, intellectuellement, on va dire, et que c'est des personnes voilà, d'un certain âge aussi peut-être, plus ton CTR il risque d'être un petit peu faible comparé à si tu es sur une thématique Roblox, où c'est que tu sais que c'est un gamin qui tape un mot et qui va regarder sur les 5 premières vidéos, tu vois. Là, tu vas avoir un CTR plus élevé, parce qu'en fait, il va pas scroller, 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 donc il va pas défoncer ton CTR comme ça. Donc taux de clic sur la miniature et puis bien évidemment le watch time, quoi. Mais aujourd'hui YouTube donne beaucoup d'outils, tu vois, pour analyser tout ça. Après il faut quand même faire attention à pas aller se perdre dans tous ces data. Je vois des fois des membres qui creusent trop, quoi. C'est le problème en fait. Quand tu as trop de data, tu vas être tenté tu vas dire, oh punaise, regarde, j'ai 4% de mon audience qui vient de ce pays et machin. Ouais, enfin bon, c'est pas là-dessus que tu peux rien y faire déjà. Et puis, concentre-toi donc miniature, le watch time bien sûr, et le titre, vraiment le titre, quoi. Et juste pour le watch time, c'est quoi les petits hacks? Enfin, petits trucs qui font que tu gardes du watch time, c'est de remettre des hooks au fil de Ouais, l'eau c'est et tout ça. ça? Tu peux comme ça dynamiser ta vidéo, en effet. Bien sûr, faire une grosse promesse qui est à la fin, mais attention, faut pas décevoir le spectateur parce que sinon, il a compris et après, il risque de pas aimer tout simplement ton contenu. Et l'accroche, vraiment l'accroche hyper. De toute façon, YouTube te le dit dans tes stats, il te dit, oh, félicitations, sur les 60 premières secondes, sur les 30 premières secondes, vous avez gardé tant pour cent de votre audience. Donc aujourd'hui, vraiment, le début de la vidéo, c'est là où on a tous une cassure, tu sais, on perd de l'audience. Et après, en effet, ça paraît bête, mais que ça reste, tu sais, un peu cette phrase du content is king, quoi. Aujourd'hui, il faut faire Mmh. un bon contenu. Alors, ça dépend des thématiques. Il y a différentes demandes, donc faire différentes offres. Mais en Écraser effet, des trucs de plus en plus voilà, fous avec ta voilà, voiture. jusqu'à la fin, où tu fais tout exploser. Non, mais tu vois, en plus, MrBeast, en parlant de tout faire exploser, il a mis la barre très haut. Je veux dire, bon, lui, c'est du divertissement, c'est comparable, mais voilà, à côté, tu te doutes que quand tu as un spectateur à l'habitude de consommer ça, toi, tu arrives, va falloir faire avec ce que tu as sous la main. Tu vas pas pouvoir faire exploser des trains et des trucs comme ça tout le temps, quoi. Donc, forcément, ça change pas mal de choses. Par contre, un truc où je suis pas trop d'accord, tu vois, c'est ce truc des miniatures. D'ailleurs, il a commencé, je trouve, un peu à se calmer là-dessus. C'est parce que MrBeast faisait je ne sais combien de miniatures qui payaient une blinde, etc. Ça a carrément impacté le YouTube game mondial, quoi. Tout le monde se mettait à faire
faire plein de miniatures, il y avait la folie des miniatures. Bon, moi, tu vois, même ça, le truc A/B testing, là, j'ai essayé un peu, et puis en fait, j'utilise plus, parce que j'ai bien compris dans ma thématique, enfin, dans les différentes thématiques, voilà, telle miniature, ça marche, donc je vais pas perdre du temps à en faire 2 ou 3, sachant qu'à la fin, j'avais des stats, c'était 33%, 33%, 32,9%, enfin, des trucs comme ça. Moi, je trouve que c'était un peu surcoté, ce truc-là, quoi. Ok. Et est-ce qu'il y aurait par hasard une question qu'on t'a pas posée pendant ce podcast, mais que tu pensais qu'on allait te poser ou que tu aurais aimé qu'on te pose? Non, alors pas forcément. Écoute, bah, c'est vrai qu'on a survolé pas mal, hein, le spectre YouTube. On a même débordé un peu sur on a parlé d'immobilier, de salon de coiffure, de donc non, bah, écoute, moi j'ai trouvé ça agréable, même avec vous, les questions, elles étaient bien. Je suis curieux forcément, moi aussi je suis frustré de ne pas avoir eu les autres questions. Je me demande ce que ça pouvait être. Mais non, beh, franchement, tout s'est bien Bah, passé, top. plaisir, s'il y a besoin ou de faire un autre épisode, ce sera avec plaisir. Est-ce que Ouais. tu as des on mettra évidemment, bah, du coup, ta chaîne YouTube, enfin, la chaîne Ouais. YouTube où tu expliques que justement ton business et qui est relié, à ta formation. Tu Mmh. as, d'autres réseaux que tu Aujourd'hui, les réseaux principaux, je dirais YouTube et Instagram, tu vois? Si on veut pas en mettre, trop. Il y a un OK, Telegram, mais en fait, j'en parle suffisamment sur YouTube. Il est dans la bio de l'Instagram, donc si les gens le cherchent, le trouveront. Donc sur OK. ce Telegram, en fait, c'est beaucoup plus, je montre plus de statistiques, je montre plus de revenus. Sur Insta, vu qu'il y a aussi les amis, tout ça qui suivent, j'ai pas envie de les Mmh. saouler à dire, «Waouh, regarde cette chaîne, elle a déconné». Donc l'Instagram, c'est un peu plus mon quotidien, ma vie, qui je suis. Si les gens veulent me découvrir, 7 ans qu'il est actif, donc tu as de quoi retracer un petit peu. Et YouTube, c'est plus pour les gens qui veulent directement comprendre ce que je fais, sachant qu'aujourd'hui, le format que je fais principalement sur YouTube, c'est je trouve une thématique, on analyse cette thématique, je montre le potentiel, et ensuite, pendant 10 minutes, de A à Z, j'explique comment faire exactement le type de contenu, et on va même jusqu'à publier la vidéo. Donc c'est vraiment, je te prends par la main et je te montre tout, quoi. Donc voilà. Trop cool. Bah, merci beaucoup Hervé pour ta présence sur ce podcast, c'était top. Et ben, merci à vous trois pour votre temps et pour l'invitation, bien sûr. Et merci à vous tous qui avez, écouté ou regardé ou les 2 ce podcast jusqu'à maintenant. N'hésitez pas comme d'habitude à laisser un petit commentaire, un petit like et à vous abonner, sur YouTube et on se dit à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Salut! Ciao, ciao. Salut.